Bonsoir à tous. Je pense qu'on va commencer, on ne va pas prendre trop de retard. Merci à tous d'être venus. Merci à Jean Stone de venir nous voir ce soir. C'est un grand honneur, un grand plaisir. Donc, je vais vous présenter un petit peu notre invité ce soir. Alors, Jean Stone est diplômé de Sciences Po Paris à la section économie et finances, d'un MBA à l'Institut d'administration des entreprises de Paris, de l'Université de Paris-Dauphine avec une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion des entreprises. Il a suivi le DEA de philosophie des sciences à l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne. Vous êtes le secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris, dans le cadre de laquelle vous avez organisé de nombreuses rencontres internationales, notamment en collaboration avec l'UNESCO, avec la Fondation John Templeton et de nombreuses universités et académies étrangères. Cette activité vous a amené à rencontrer de nombreux scientifiques du monde entier, dans des domaines tels que la physique quantique, l'astrophysique, la robotique, la génétique, la biologie, la neurologie, voilà, c'est assez large, et à écrire des articles spécialisés ou de vulgarisation sur ces sujets. Vous êtes ensuite l'auteur de nombreux best-sellers, notamment Notre existence a-t-elle un sens, un ouvrage de synthèse sur les découvertes scientifiques et les implications philosophiques de ces découvertes, avec plus de 22 000 ouvrages vendus en 45 000, d'accord, je ne suis pas à jour. 45 000. Ensuite, en 2005, vous avez dirigé un ouvrage collectif intitulé Science et quête de sens, avec 15 co-auteurs, dont 4 prix Nobel. Et vous avez réitéré ensuite cet exercice avec 20 co-auteurs et 7 prix Nobel, avec La science, l'homme et le monde, les nouveaux enjeux en 2008. Vous êtes également professeur invité en philosophie des sciences dans 2 universités pontificales à Rome, à la Grégorienne et à la Regina, et à l'université de Shandong en Chine. Vous êtes aussi consultant spécialisé dans les interactions entre science et management, domaine que vous enseignez dans le MBA d'HEC depuis 1995. Enfin, en tant qu'expert à l'association Progrès du Management, vous avez travaillé à la direction de la prospective du groupe L'Oréal, et vous avez été directeur de la collection Le Temps des Sciences aux éditions Fayard. Alors j'oublie sûrement encore beaucoup de choses de votre parcours étonnant, mais il faut bien que je vous laisse un petit peu de temps aussi pour votre présentation et pour votre conférence. Voilà. En tout cas, un grand merci encore une fois d'être parmi nous ce soir, et nous sommes très heureux de vous recevoir. Et nous ferons une petite séance de dédicace pour ceux qui ont envie de récupérer, d'acheter des bouquins de Jean Stone. Voilà, donc je crois qu'il y a le dernier, Explorateur de l'invisible, et d'autres aussi qui sont possibles à acheter en format de poche. Voilà. Donc on fera ça à l'issue de la conférence. Voilà, je vous laisse la parole. On peut l'applaudir déjà. Merci. Je tiens à dire que c'est aussi un honneur pour moi d'être ici et une joie car je fais 100 conférences par an, mais celle-ci est spéciale pour moi parce que les sujets justement de science et spiritualité ou science et religion sont très importants et ils sont particulièrement importants pour des gens qui se destinent, pour un certain nombre d'entre vous, j'espère, à devenir de grands scientifiques tout en étant, si j'ai bien compris, c'est aussi le cas de la majorité d'entre vous, croyants. Donc ces questions de science et foi sont très importantes et c'est pourquoi je suis très très heureux et honoré d'être ici ce soir pour en parler. Alors il faut bien voir que la modernité a été associée à un désenchantement du monde, c'est pas moi qui le dis, ce sont des grands philosophes, Marcel Gauchet aujourd'hui parle de désenchantement du monde, mais l'idée est déjà issue dès le 19e siècle et celui qui en a le mieux parlé c'est Sigmund Freud, figurez-vous. Freud a parlé de la triple humiliation de l'homme en disant, regardez, avec Copernic, l'homme n'est plus au centre du monde, avec Darwin, l'homme n'est plus au centre de la nature, c'est un singe amélioré, et avec moi, Sigmund Freud, eh bien, l'homme n'est même plus au centre de lui-même. Pourquoi ? Parce que son inconscient est plus important que son conscient. Vous voyez, ce qui le drive est inconscient à ses yeux. Donc en fait, cette image, vous voyez, hein, là voilà, vous êtes ici, hein, la galaxie est là, voilà, vous êtes un point perdu dans l'univers. Et Mark Twain, qui était un humoriste connu du 19e siècle, disait en accord avec la science de son temps. C'est ça qui est intéressant. Quand on voit le dernier boulon de la Tour Eiffel, on comprend que toute la Tour Eiffel a été construite pour la dernière couche de peinture de son dernier boulon. Il voulait dire par là
C'est aussi ridicule de penser que l'univers a été construit pour l'homme, cet immense univers avec ses milliards de galaxies dans le petit coin de banlieue où nous sommes, que de penser que la Tour Eiffel a été bâtie pour la dernière couche de peinture de son dernier boulon. Ça, c'était la vision de la science du 19e et du début du 20e siècle. Et cette science-là, on le voit bien à travers le propos de toute une série de grands scientifiques. Marvin Minsky, qui est par exemple un des grands théoriciens de l'intelligence artificielle du MIT, il est décédé depuis quelque temps déjà. L'avenir qui attend l'homme est celui de garçons de course des robots du futur. Un sujet que je ne ferai qu'évoquer, mais dont on débattra certainement, il faudra une autre conférence. Le transhumanisme est évidemment derrière une phrase comme celle-ci. Le sénateur Caillavet, qui a été un instrument important dans la mise en place de la loi Veil, la vie est un matériau qui se gère. L'homme n'a plus rien à faire de l'esprit, dit Jean-Pierre Changeux, grand professeur au Collège de France de neurologie. Il lui suffit d'être un homme neuronal. Vous voyez, l'homme ne peut se leurrer de l'espoir qu'il participe à quoi que ce soit qui le dépasse. Vous voyez, il sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard, disait le prix Nobel de biologie Jacques Monod. Et même si les athées sont en général plus souvent du côté de la biologie, de la neurologie ou de la science artificielle, un prix Nobel de physique comme Steven Weinberg a pu écrire « Plus nous comprenons le monde, plus il nous semble dépourvu de signification ». Et ceci est bien résumé par le co-découvreur de l'ADN, Francis Crick, prix Nobel de médecine, quand il dit que l'hypothèse stupéfiante pour lui, parce qu'il vient d'un monde qui était un monde chrétien, l'hypothèse stupéfiante, c'est que vous, vos joies, vos peines, vos souvenirs, vos ambitions, le sens que vous avez de votre identité, de votre libre arbitre, tout ça, c'est rien d'autre que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et des molécules associées. Et il dit, comme Alice dans Lewis Carroll aurait pu le dire, t'es rien d'autre qu'un paquet de neurones. Et bien voilà la source du désenchantement du monde. Voilà la source, si vous voulez, de la perte de sens. Il y a toujours eu le mal sur Terre, il y a toujours eu la mort, il y a toujours eu l'injustice depuis que l'homme existe. La seule différence aujourd'hui, c'est la science. C'est la science qui a créé ce problème. C'est la science parce que on avait une vision naïve de Dieu, on disait le tonnerre c'est la colère de Dieu, ben non, la science vous montre que c'est des phénomènes électromagnétiques. Après l'épidémie de peste c'est une punition divine, ben non, c'est des bactéries, vous voyez, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc c'est la science qui a créé cela et qui a abouti à ce que l'écrivain anglais Charles Pierre Snow a appelé au début du XXe siècle le fossé entre les deux cultures. Et on a une culture traditionnelle, cette culture judéo-chrétienne en Occident qui nous dit, mais c'est pareil pour les musulmans, qui nous dit que le monde a un sens, que le monde est créé par Dieu, que l'homme est quelque chose qui contient une étincelle divine qui ne se termine pas avec la mort, ce qu'on appelle l'âme pour les croyants. Et puis on a la science, on a tous les progrès de la science en termes de qualité de vie, de niveau de vie, de durée de vie, de médicaments, d'électricité, d'automobile, et puis d'électronique, etc. Et là, on nous dit que le monde semble, comme les scientifiques que je viens de citer, ne pas avoir de sens. Donc vous voyez que l'homme moderne est un homme schizophrène, c'est ce pont entre les deux cultures, ce fossé entre les deux cultures dont parlait Charles Pierre Snow, sur lequel il nous faut nous bâtir un pont. Il y a un fossé, il faut essayer de bâtir un pont, et ça concerne aussi les chrétiens. Je dirais une petite anecdote, j'ai pensé tout à l'heure à Louis le Prince Ringuet. Louis le Prince Ringuet était un très très grand scientifique, physicien et chrétien, mais le président de l'Université interdisciplinaire de Paris, mon ami Jean-François Lambert, parle de syndrome le Prince Ringuet. Par exemple, après sa mort, on a fait un grand colloque, samedi le Prince Ringuet, le scientifique, dimanche le Prince Ringuet, le croyant. Et il n'y a pas de pont entre les deux. Et donc je me rappelle avoir un jour, il a été très en forme, à 91 ans, il y avait un grand colloque Sciences et Foi sur les Champs-Élysées, dans un espace Le Doyen ou autre, non c'était le Théâtre Nobaro, peu importe, il y avait un grand colloque Sciences et Foi organisé par la Croix, il avait témoigné de sa foi, et je le raccompagnais à pied, parce qu'il était très sportif, il était dans le 7e, et à 91 ans, il rentrait à pied. Et je voulais lui parler des idées de mon maître Bernard d'Espagna, dont je vous parlais tout à l'heure, et il me disait, d'Espagna, j'ai jamais compris ce qu'il dit. Alors je lui ai dit, écoutez, on est entre nous là, il n'y a personne, vous voyez, dites-moi la vérité. Quand on dit j'ai pas compris ce que dit un collègue, c'est toujours une façon polie de dire je suis pas d'accord avec lui. Non, mais alors, dites-moi avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Je suis un élève d'Espagna, ça m'intéresse, on peut en débattre. Et là il me répond non, mais je plaisante pas, je comprends pas ce qu'il dit. Je lui ai dit, c'est pas possible, vous êtes un des plus grands physiciens français, vous pouvez pas me dire ça. Il dit, si. Je lui ai dit, mais moi je comprends d'Espagna. Il dit, vous avez de la chance. Eh bien, j'en ai parlé à d'Espagna qui m'a dit, mais oui, mais c'est un expérimentateur, c'est un très bon expérimentateur.
expérimentateur, mais c'est quelqu'un qui ne se pose pas les questions de sens. Et donc il disait, moi je fais de la physique, et puis j'ai des amis athées qui font de la très bonne physique aussi, et donc la physique, voilà, ça n'a rien à voir avec ma foi. Mais par contre, le dimanche, je veux vous parler de Jésus-Christ, c'est formidable, Jésus-Christ. Donc ça, c'est le syndrome Le Pince-Ringuet, et ça vient de cette schizophrénie de la modernité. Donc le défi, en 1h30, c'est d'essayer de reconstruire, de faire un pont. De faire un pont entre ces deux approches que nous avons par la science et par la tradition de l'univers. Alors, je vais faire quelque chose d'assez général, peut-être trop, je ne sais pas, on pourra débattre de points je ne sais pas à quelle année l'école polytechnique on enseigne les fentes de Jung, la non-séparabilité quantique, etc. Donc, je vais en parler de façon assez vulgarisée. Donc après, si c'est trop simple, on pourra en débattre, mais je préfère être simple pour être compréhensible de tout le monde au départ, ne sachant pas trop à quel niveau vous êtes dans l'école et en quelle année on enseigne quelque chose. Donc, rassurez-vous, c'est pas moi qui parle tout le temps. L'avantage de ce topo, c'est qu'il y a des moments où je me tais. Et on va écouter toute une série de personnalités. On va commencer par Hubert Reeves pour nous parler évidemment du premier pilier de la reconstruction, qui est l'astrophysique, qui est le domaine de l'univers et du Big Bang. On écoute Hubert Reeves. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'univers? Eh bien, on peut dire cette chose fondamentale, je pense, c'est que c'est un univers changeant, c'est un univers qui est en évolution. C'est un univers qui n'est pas, comme on l'a pensé pendant des milliers d'années, un univers qui aurait toujours existé, qui ne changerait pas, c'était la pensée aristotélicienne. Au contraire, nous savons aujourd'hui qu'il est en changement, qu'il n'a pas toujours existé. Existera-t-il toujours? Ça, c'est une question à laquelle nous ne savons pas répondre pour l'instant. Mais en tout cas, qu'il n'a pas toujours existé, et c'est un univers dans lequel il y a eu un changement très profond, dans le sens que aujourd'hui, il est relativement froid, relativement peu dense, raréfié, relativement noir, c'est-à-dire peu lumineux. Quand on remonte dans le passé, vers les 15 milliards d'années statutaires, on trouve un univers extrêmement différent, un univers beaucoup plus chaud, milliards et milliards de degrés, beaucoup plus dense et extrêmement lumineux, une sorte de flash lumineux fantastique, c'est ce qui s'appelle dans le jargon le Big Bang. Et en plus de ces trois différences, aujourd'hui moins chaud, moins dense, moins lumineux, il y en a une qui est beaucoup plus fondamentale, je dirais, pour notre discours, c'est le fait que l'univers d'aujourd'hui est très structuré, admirablement structuré, il y a des structures à toutes les échelles, les atomes, les molécules, les cellules vivantes, les organismes vivants, les planètes, les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies. Nous avons un univers qui est très structuré. L'univers des premiers temps n'est absolument pas structuré. Il est totalement chaotique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune des structures dont je viens de vous parler. Il n'y a que des particules élémentaires qui, elles, sont en mesure, lorsque le froid sera venu, de s'associer pour faire des systèmes. Donc elles sont en mesure, potentiellement, elles ont la potentialité de le faire. La preuve, c'est qu'elles l'ont fait. Et cette potentialité est là présente sous forme des lois de la physique, du hasard, du déterminisme. Il y a énormément de ferments, je dirais, qui permettent à ces particules de s'associer et de passer de ce chaos initial à des formes de plus en plus complexes. Donc en peu de mots, l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la croissance, de la complexité, comment on est passé de ce chaos initial à l'admirable organisation que nous avons aujourd'hui. Alors, deux choses à retenir dans ce que vient de vous dire Hubert Reeves. Premièrement, c'est bien sûr le Big Bang. Le fait que l'univers a été très petit, très chaud, très dense à un certain moment, et que donc l'univers n'a pas toujours existé. Vous savez que le Big Bang est en germe dans les équations de la relativité générale d'Einstein, qu'Einstein a même dit que c'était sa plus grosse erreur de sa vie de ne pas l'avoir vu lui-même. C'est effectivement Alexandre Friedman et l'abbé Georges Lemaître qui ont développé le modèle de Big Bang, chacun indépendamment, à partir des équations d'Einstein, avant qu'Einstein lui-même se rende compte que effectivement c'était logique en fonction de ses travaux. Donc effectivement, si le temps et l'espace sont relatifs, ils n'ont pas toujours existé. Il y a un moment où ils n'ont pas toujours existé. Donc notre univers n'est pas autosuffisant. Attention, il ne faut pas aller trop vite. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'histoire que l'abbé Georges Lemaître est allé voir le pape Pie XII pour lui dire, quand le pape Pie XII a dit « Ah, c'est merveilleux, il y a théorie du Big Bang, on voit l'instant de la création ». Et alors, Georges Lemaître est allé dire, très Saint-Père, n'allez pas trop vite, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le Big Bang, mais il y a peut-être d'autres Big Bang, il y a peut-être d'autres choses. L'important,
c'est de dire que l'univers ne s'explique pas, où nous sommes nous, dans le temps, l'espace, l'énergie et la matière, ne s'explique pas entièrement par lui-même. Voilà, full stop, hein, point, on dit rien d'autre, mais c'est déjà important. La deuxième chose, c'est la montée vers la complexité, dont Hubert vous a très bien parlé, en disant que c'était le déterminisme, les lois de la nature ensemble qui faisaient monter la complexité. Eh bien, cette complexité-là, c'est quelque chose de très intéressant à analyser avec le modèle suivant, qui est le modèle du peloton d'exécution. C'est pas très réjouissant, mais enfin bon, c'est assez parlant. Vous êtes devant un peloton d'exécution, vous attendez à prendre 12 balles dans la peau, et vous avez 12 tireurs en face de vous qui vous tirent dessus, et vous êtes encore vivant. Et vous voyez qu'aucune balle vous a touché. Alors, le premier sentiment, c'est de crier au miracle, en disant, il y en a un qui a été piqué par un moustique, il y en a un qui a trop bu, il y en a un qui avait oublié ses lunettes, il y en a un qui a eu pitié de moi, et tous, pour des raisons différentes, ils ont raté leur cible. Et puis finalement, vous réalisez dans la seconde d'après que c'est pas très crédible comme hypothèse et que en fait probablement c'est la résistance qui a soudoyé les tireurs pour éviter que vous soyez tués. Vous faites le mort et vous dites bon c'est un complot pour je vais aller à la morgue et à la morgue on va me récupérer, on va m'évacuer et voilà je vais être libéré. Et puis après vous vous dites toujours en faisant le mort que peut-être il y a une autre explication, c'est peut-être pas imaginable que la résistance ait pris le risque de soudoyer un par un tous les tireurs, parce qu'un tireur aurait pu encaisser l'argent et puis vous tirer une balle dans le cœur et puis dire que c'est pas lui, et après tout, il y en a 12. Donc c'est trop risqué. Donc en fait, peut-être qu'on a remplacé simplement dans l'armurerie des balles normales par des balles à blanc, et donc tous les tireurs ont tiré avec des balles à blanc. Donc il y a une cause commune, il y a quelqu'un qui a trafiqué le truc, mais il y a une cause commune à l'origine, ou alors il y a quelqu'un qui a trafiqué avec chaque tireur pour que chaque tireur tire à côté, ou alors c'est un hasard incroyable. Eh bien, ces trois hypothèses sont exactement les trois explications possibles de ce qu'on appelle le principe anthropique de anthropos, l'homme, et qui a été la découverte suivante après les modèles de Big Bang, quand on a commencé à pouvoir faire dans les années 80 des simulations d'univers en mettant dans les ordinateurs de plus en plus puissants les conditions initiales de l'univers et en les faisant varier. Eh bien, on s'est rendu compte de quelque chose. On va nous parler maintenant un autre grand astrophysicien, Trinh Xuan Tuan. On l'écoute. Il faut savoir que l'univers est réglé par 4 forces fondamentales, 15 nombres comme la vitesse de la lumière, la masse de l'électron et des lois physiques. Alors, bien sûr, on ne peut pas recréer l'univers en laboratoire, il faudra pour cela des accélérateurs qui s'étendraient jusqu'à la prochaine étoile, mais les astrophysiciens peuvent jouer au Dieu créateur en fabriquant avec leur ordinateur des univers joués où ils font varier justement ces constantes physiques, ces lois physiques. Et la question à 1000 francs est bien sûr, après 15 milliards d'années d'évolution, est-ce que l'intelligence, la conscience apparaissent? Si vous variez un temps soit peu ces constantes physiques, ces lois physiques, l'univers devient infertile. Donc, devant ce constat, quelle est la position possible à adopter? Pour reprendre la fameuse formule de Jacques Monod, il y a soit le hasard, soit la nécessité. La science ne peut pas trancher entre ces deux possibilités. Il faut parier, un peu comme le pari de Pascal. Et la science permet en fait les deux possibilités. La possibilité du hasard, c'est-à-dire, on peut jeter, jouer au dé et créer des milliards d'univers parallèles où les constantes physiques, les lois physiques seront toutes différentes les unes des autres. Et dans la plupart de ces univers, la combinaison serait perdante et l'univers serait infertile et dénué d'observateurs et vide d'observateurs. Tandis que, sauf dans le nôtre, où la combinaison sera gagnante et nous serons le gros lot. Donc ça, c'est la possibilité du hasard et elle n'est pas exclue par la physique parce qu'elle permet beaucoup de... La physique moderne permet l'existence d'univers parallèles aux nôtres. Et par contre, si vous pariez sur la nécessité, vous pensez qu'il n'y a qu'un seul univers unique pour expliquer ce réglage d'une précision extrême, il faut postuler un principe créateur. Et il faut que je précise cette précision. Cette précision est comparable à celle que doit exercer un archer s'il veut planter une flèche dans une cible d'1 centimètre
de côté et qui serait placé de l'autre côté de l'univers à 15 milliards d'années. Donc vous voyez une précision extrêmement. Alors, ce que Tuan vient de vous dire, en fait, ça correspond aux deux premières hypothèses dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'hypothèse tous les tireurs ont raté leur cible par hasard. Hein. C'est-à-dire, voilà, en fait, vous prenez la vitesse d'expansion, vous la diminuez un petit peu, l'univers s'écrase sur lui-même, vous l'augmentez un petit peu, l'univers se dilue dans le néant. Vous prenez la force nucléaire faible, vous la diminuez un petit peu, il n'y a plus de possibilité de faire des réactions thermonucléaires, donc il n'y a plus de possibilité d'avoir effectivement des étoiles dans l'univers, donc d'avoir la montée vers la complexité. Mais si vous l'augmentez un peu, cette force nucléaire faible, les étoiles vont toutes exploser comme des bombaches, vous n'avez pas de stabilité des réactions thermonucléaires possibles dans un tel univers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous pouvez prendre l'argument, il y a un bouquin de 600 pages qui s'appelle Le principe anthropique, un grand classique de John Barrow et de Frank Tipler, qui date déjà des années 80 et qui vous donne 200 exemples comme ça. Donc effectivement, Tuan a été très clair, il vous dit voilà, soit il y a une infinité d'univers parallèles, et dans ce cas-là, on est par hasard dans le bon, et c'est l'idée que effectivement sur Terre il y a des pelotons d'exécution qui tirent, eh bien il y en a un où par hasard tout le monde a raté sa cible. Ça paraît très peu probable, c'est jamais arrivé, mais ça peut arriver un jour dans l'histoire que tout le monde rate sa cible par hasard. Ou alors, eh bien comme l'a dit Tuan, quelqu'un a manigancé le coup pour que on ait la bonne vitesse d'expansion, le bon, etc. Et ça c'est l'idée qu'on a payé tous les tueurs pour qu'ils tirent à côté. Et puis la troisième hypothèse, qui est un développement en fait de la deuxième, mais qui est celle sur laquelle travaillait quelqu'un comme Stephen Hawking quand il cherchait une théorie du tout. Ça veut dire, en fait, il y a peut-être une théorie qui nous explique pourquoi il y a la vitesse d'expansion qui est exactement ça, la masse du proton qui est exactement ça, etc., etc. Mais à la fin de son premier grand livre, Une brève histoire du temps, Stephen Hawking disait, oui, mais même si on fait une telle théorie, et à la fin de sa vie, il disait sur la base du théorème de Gödel. C'est intéressant. J'ai un papier de Hawking là-dessus que j'ai sur mon ordinateur sur la base du théorème de Gödel. Il explique qu'il ne croit plus, en fait, à une théorie du tout qu'il a cherché toute sa vie. Il pense que c'est pas possible, finalement. Mais il disait, si on a une telle théorie, il restera à savoir qu'est-ce qui insuffle le feu aux équations. C'est une belle formule qui veut dire effectivement c'est mon histoire des balles à blanc. C'est-à-dire que voilà, effectivement, il n'y a qu'une seule cause, mais c'est justement une cause qui est quand même trafiquée parce qu'il pourrait y avoir 1000 théories de grande unification et c'est justement celle-là qui est sortie avec les bonnes, etc. Bref, ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que la science pose la question du sens. Du sens, du créateur, de Dieu, du grand architecte, peu importe. Tuan est bouddhiste, vous l'avez vu, il parle de principe créateur, il ne parle pas de Dieu. C'est d'autant plus intéressant que justement c'est un bouddhiste. Donc c'est pas quelqu'un qui croit en théorie, il ne croit pas en Dieu. Mais justement il dit, moi, ma science m'amène à penser qu'il y a un principe créateur derrière tout ça. Lui il ne le voit pas comme un Dieu personnel, comme il est bouddhiste, c'est d'autant plus intéressant. Et j'ai déjà en 1999 assisté au Smithsonian Institute à Washington à un débat entre Steven Weinberg, le prix Nobel scientifique athée qui dit que plus on étudie le monde, moins il y a de sens. John Paul Kilgorn, devenu prêtre anglican, qui était un grand physicien théoricien du CERN, et Trinh Tuan, sur la question justement, est-ce que l'univers, est-ce que l'astrophysique nous amène à penser que l'univers a un créateur? Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la question, pas la réponse. Vous avez bien compris que je ne vais surtout pas vous dire que la science démontre Dieu. Il faut être très rigoureux là-dessus et très précis. La science pose la question, alors que des gens comme Jacques Monod et d'autres ont dit, cette question est à jamais, c'était les schizophrènes, qu'ils soient athées ou croyants, cette question est à jamais en dehors du champ de la science. La science se pose pas la question du pourquoi les choses sont là, elle se pose la question du comment. Eh bien non, la science a retrouvé des questions de sens en sciences fondamentales et c'est quand même très intéressant. Donc voilà le premier pilier de la reconstruction. Le second pilier, c'est la physique quantique. Je sais que pour certains, Yves Dupont vous en a déjà parlé ici, donc, mais vous n'étiez pas tous à sa conférence, donc je vais quand même vous en parler. C'est quelque chose d'assez complexe. Alors je ne sais pas si je serai trop simple ou pas pour vous, vous me le direz après. Mais vous savez qu'en fait, en physique quantique, c'est assez compliqué d'expliquer parce que Niels Bohr, qui est lui-même un des plus grands fondateurs de la physique quantique, disait à ses étudiants, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que j'ai pas été clair. Parce qu'il disait, quiconque n'est pas saisi de vertige quand il découvre la physique quantique ne l'a certainement pas comprise. Donc si vous pensez que vous avez compris ce que j'ai dit, disait-il, c'est que j'ai pas été clair parce qu'en fait les choses sont irreprésentables. En fait, les choses sont au-delà de nos concepts familiers. Dans nos concepts familiers, vous voyez, vous avez par exemple des points. C'est un point, c'est un grain de sable. Et puis vous avez une vague c'est une onde. Et puis vous avez une porte. La porte elle est ouverte ou fermée. Et puis vous avez un objet. L'objet il est ici ou là. Par exemple ça c'est ici. C'est pas là. Là il y a la cruche et ici. Dans le monde dont on
parle, c'est un monde où vous avez des choses qui sont ici et là, qui sont à la fois absentes et présentes, qui sont à la fois oui et non, qui sont à la fois oui. Et ça devient évidemment contraire à tous les concepts familiers. C'est pour ça que les fondateurs de la physique quantique disaient qu'elle est si compliquée à comprendre. Alors je vais commencer par un petit film là, qui dure 8 minutes, qui parle des deux plus grandes expériences de physique quantique que vous connaissez peut-être déjà très bien. La non-séparabilité quantique est d'abord l'expérience des fentes de Young, mais de façon assez vulgarisée, de façon à bien introduire évidemment cette problématique de ce changement de vision du monde. Le son n'est pas très très bon, je pense qu'il faut tendre un peu l'oreille, c'est une copie d'un film traduit. Attention. Ce que nous apprenons à l'école n'est pas exactement la vérité. Et en plus, les sens nous jouent des tours. On doit se demander, quelle est la réalité dans laquelle on se trouve? Les physiciens modernes disent que ce ne sont que des ondes d'information. Dois-je les croire? J'espère. Et ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques, l'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord, nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple, vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait.
et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Billes ou vagues? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Quand tu ne regardes pas, il y a des zones de possibilité. Quand tu regardes, il y a des particules d'expérience. Une particule que nous imaginons comme quelque chose de solide, en réalité existe dans ce qui s'appelle une superposition, une onde dépliée de positions possibles. Elle s'y trouve dans tout en même temps, mais au moment où tu la regardes, elle se met dans une seule des positions possibles. Niels Bohr, le père de la physique quantique, a dit « Quiconque n'est pas choqué par la théorie quantique ne la comprend pas ». Mais le père véritable de l'étrange dans l'extravagant monde de la physique quantique est l'entrelacement. Si la symétrie d'inversion temporelle... Entanglement en anglais. Hein. L'entrelacement détruit notre expérience de l'espace. 2 objets, 2 électrons créés en même temps, sont entrelacés. Envoie-en un à l'autre bout de l'univers. Et maintenant, fais quelque chose à l'un des deux. L'autre réagira à l'instant. À l'instant. Ou l'information voyage à une vitesse infinie. Ou, en réalité, elles sont toujours connectées. Elles sont entrelacées. Et comme tout était entrelacé lorsque s'est produit le Big Bang, la conclusion est que tout reste en contact. Alors, donc 2 choses. Hein, pardon. N'est que le conduit qui nous donne l'impression qu'il y a des objets séparés. 2 choses. Donc, l'expérience des fentes de Young, je pense que vous la connaissiez déjà, mais c'est important de réaliser. J'ai fait une fois un remplacement de philo des sciences dans une école sur ce plateau. C'était pas polytechnique, mais certains élèves ont dit ah ben c'est dommage. Si on vous avait eu avant, on aurait plus d'intérêt pour les cours de physique parce qu'on nous apprend les équations, mais on nous montre pas la philosophie qui est derrière. Et effectivement, l'expérience des fentes de Young déjà, ce qui est très important de bien comprendre dans l'expérience, c'est qu'effectivement l'observation change la nature de la réalité dans le sens que si vous savez par quelle fente passe l'électron. Vous avez vu que les électrons forment effectivement les 2 tranches comme s'ils étaient des billes de matière, et que quand vous ne regardez pas par quelle fente passe l'électron fait le pattern d'interférence comme des ondes. Ça veut dire quoi? Le film vous l'a bien dit, les électrons partent comme des ondes, ils passent par les 2 fentes en même temps, ils interfèrent avec eux-mêmes, et ils se réduisent, ce qu'on appelle très logiquement la réduction du paquet d'ondes quand ils arrivent sur l'écran. Comme vous savez, cette réduction du paquet d'ondes est aléatoire et imprévisible. On peut prévoir le pattern que vont faire 1000 électrons en se réduisant, mais on ne peut absolument pas savoir si un électron individuel va aller là ou là ou là sur l'écran. D'accord? Donc ça, première chose, un déterminisme. Deuxième chose, effectivement, on passe de l'état ondulatoire à l'état corpusculaire. Vous avez vu au début quand le physicien se prend un mur dans la gueule, là. Il dit toute la réalité n'est qu'une onde, donc je peux rentrer dans le mur. Ben non. Si vous pouviez prendre une brique ondulatoire sur la tête, eh ben ça vous ferait pas mal. Mais dès qu'elle touche votre tête, pas de bol, elle est matérielle. Donc effectivement, c'est pour se représenter ce que ça veut dire, il faudrait imaginer une chauve-souris la chauve-souris ne volerait jamais à la lumière.
Donc vous voyez la chauve-souris ici, là, par exemple, et puis l'instant d'après, vous éteignez et que vous rallumez la lumière, la chauve-souris est là. Donc vous pouvez déduire que la chauve-souris vole, parce que la chauve-souris est passée de là à là et que vous voyez que aucun être vivant bipède, enfin sans voler, ne peut aller de là à là aussi vite. Donc vous dites, elle a dû voler, mais vous la verrez jamais voler parce que dès que vous l'éclairez, elle se pose et elle s'arrête de voler, cette chauve-souris. Ben, la matière, c'est comme ça. Et donc ça, ce premier mystère-là, le mystère de la réduction du paquet d'ondes, il faut aussi bien voir qu'il est non local. C'est-à-dire que la réduction du paquet d'ondes, en théorie, le front d'onde, il est partout. Et puis à un moment, il va se trouver là. Et s'il est là, il n'est plus du tout dans tout le reste de l'écran. Donc il y a un phénomène qui s'est produit qui est non local. Et c'est le deuxième point, la non-localité quantique. Hein, cette non-localité qui a été démontrée expérimentalement par Alain Aspect à l'Institut d'optique d'Orsay, pas loin d'ici, en 1982. Donc ici, dans cette expérience, vous aviez en fait un atome de calcium excité par un laser. Vous voyez, c'est là. Et en fait, on envoie les particules dans deux directions différentes, avec la même vitesse. Et c'est le fameux paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, où que Einstein avait conçu contre la mécanique quantique, justement, de Bohr et Heisenberg, pour dire, regardez les gars, vous me dites qu'il y a un principe d'incertitude, qu'on ne peut pas connaître la position et la vitesse d'une particule au même moment. Et vous comprenez pourquoi? Parce que si l'observation modifie l'objet observé, eh ben, vous avez modifié la vitesse, oui, mais la position qu'elle avait, vous ne pouvez pas la connaître, la position qu'elle avait au moment où vous avez mesuré la vitesse, puisque vous avez modifié la situation. Et si vous mesurez la position, c'est pareil. Vous modifiez la situation, vous ne pouvez pas connaître la vitesse. Mais Einstein dit, regardez, on est plus malin que ça. On va faire partir des électrons qui viennent d'une couche externe d'un même atome dans les directions opposées avec la même vitesse. Et là, on va faire une mesure de vitesse. Et là, on va faire une mesure de position. Et donc, on aura la position des deux, parce qu'elles sont symétriques par rapport à l'origine. Et on aura la vitesse des deux, puisqu'elles sont identiques. Et donc, cette Niels Bohr avait répondu dès le mois suivant, non, désolé Albert, ça marchera pas ton truc, parce que les deux particules, en fait, sont un tout inséparable. Et que même à deux bouts de la galaxie, si tu mesures l'une, tu vas agir sur l'autre. Et Einstein a répondu, aucune vision un tant soit peu raisonnable de la réalité ne saurait supporter l'existence d'un phénomène pareil qu'il appelait pour s'en moquer l'effet fantôme à distance. Parce que c'est un effet fantôme à distance si vous agissez sur une particule et que l'autre à l'autre bout de l'univers le ressent. En plus, Einstein avait une très bonne raison de penser que ça ne marcherait jamais. C'est sa propre relativité qui vous explique que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, hein, qu'aucun proton, aucun photon, aucun boson, aucune particule porteuse d'énergie et à défaut encore plus une particule de lumière ne peut aller plus vite que la lumière. Donc à partir de ce moment-là, si on écarte suffisamment A et B, eh ben on fait la mesure très vite en A et la mesure très vite en B et on peut dans ce cas-là avoir un cas où on a la position et la vitesse de A et de B au même moment. Eh bien, chez Alain Aspect, il y a 20 mètres entre les deux détecteurs. Il faut 12 milliardièmes de seconde à la lumière pour faire ces 20 mètres. Eh bien, en 1 milliardième de seconde, on a déjà fait l'expérience et on montre que ce qu'on fait d'un côté agit de l'autre. Comme le film vous l'a très bien expliqué, il y a deux façons de représenter ça. En fait, elles sont totalement équivalentes au plan philosophique. Mais la première explication, celle de John Bell, pour ceux qui connaissent les inégalités de Bell, Bell dit, en fait, l'action d'un côté agit de l'autre. Alors, c'est super lumineux, mais ça passe pas par notre univers. Voilà pourquoi la relativité d'Einstein n'est pas violée. Ce que avait en tête John Bell, qui était un physicien du CERN, c'est un truc comme ça. Regardez, vous avez un trou de taupe, vous voyez, là les taupes, ça fait des trous dans le sol. Hein. Donc vous avez un trou de taupe, ça c'est la particule A dans la mesure dans le détecteur A, dans le détecteur B. Les deux particules sont parties d'ici. Vous avez une mesure qui est faite là, et vous n'avez aucun lien entre A et B qui passe par notre niveau de réalité, parce que justement ça passe via un autre niveau de réalité qui n'est pas dans le temps, dans l'espace, dans l'énergie, dans la matière. Et donc quand on agit sur A, ça a un impact instantané sur B, parce que A et B, c'est ce que le type faisait là dans le film, en passant par le tuyau tout de suite. Ou alors, il vous l'a dit aussi dans le film, c'est l'autre hypothèse, celle de Bohr. Bohr disait, mais en fait A et B sont un seul et unique ensemble. Venez pas me raconter qu'il y a 1000 millions de kilomètres entre les deux. On pourrait faire l'expérience avec 1000 millions de kilomètres entre les deux, mais non, c'est une seule et même entité. Voilà pourquoi on parle de non-localité
dans un cas et de non-séparabilité dans l'autre. Non-séparabilité, c'est-à-dire les trucs sont pas séparables. C'est un ensemble unique. Non-localité, c'est que c'est à la fois là et le truc est instantané. Vous voyez, ça, c'est mon trou de taupe fait une connexion non locale entre les deux particules. Peu importe. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ça met radicalement en cause, si vous voulez, cette idée-là, c'est que dans notre monde, aucun signal, aucune influence peut se propager plus vite que la vitesse de la lumière. Dans le monde quantique, les particules s'influencent l'une l'autre sans délai, continuent à être unies comme si elles étaient une seule particule. Et donc pour cela, il faut postuler un au-delà, en action, en acte, pas seulement avec le Big Bang, où il y a très longtemps, il y avait un au-delà du temps, de l'espace, de l'énergie, de la matière. Non, non, non. Ici, on est dans un au-delà du temps, de l'espace, de l'énergie et de la matière, et on va le montrer, et on est là, dans chaque jour, dans les laboratoires. Donc, vous avez maintenant les Chinois qui ont fait, par satellite, cette expérience Micius, là, qui est le nom d'un philosophe chinois. Eh bien, les Chinois ont le record, qui était avant un record à 144 km par Anton Zeilinger en Autriche, un grand expérimentateur quantique. Un élève chinois de Zeilinger a fait l'expérience par satellite sur 1200 km. Il y a 1200 km entre les deux détecteurs, et ça marche pareil. Donc, vous voyez bien que l'expérience n'a absolument transcende l'espace, parce que vous ayez 12 mètres, 144 km ou 1200 km, ça marche pareil. Mais l'expérience transcende aussi le temps. Ça, c'est important. Même une revue pas très ouverte à ces questions-là, je suis obligé de le dire comme Science et Vie, vous voyez, vous dit le temps n'existe pas. Et oui, pourquoi? À cause d'une expérience faite par Nicolas Gisin, le directeur de la département de physique à Genève. Là où il y a les grands accélérateurs, comme vous le savez. Eh bien, sous la direction de Antoine Suarez, qui est un ami qui a conçu cette expérience, un physicien quantique très original, Antoine Suarez a conçu cette expérience réalisée par Nicolas Gisin, qui en fait permet de mettre dans les détecteurs jaunes que vous voyez là, bon, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais en fait, vous avez tous entendu parler du paradoxe des jumeaux. Vous savez, il y a un jumeau qui reste sur Terre, et puis il y a son frère qui fait le tour de la galaxie en 100 000 années-lumière. Il revient sur Terre, il a fait 100 000 années-lumière de distance en 100 000 ans. Normal, à la vitesse de la lumière. Sauf que lui, il a vécu de 10 ans. Et tous les repères de temps à bord du vaisseau, c'est déjà incroyable, c'est avant la physique quantique, ça, mais c'est déjà fou. Tous les repères de temps à bord du vaisseau, que ce soit la vibration des atomes ou la pousse des poils de barbe ou sa montre à quartz, lui donneront qu'il a vécu 10 ans. Et s'il peut mesurer la distance parcourue, il a fait 10 années-lumière en 10 ans, vu du vaisseau. Mais sur Terre, c'est 100 000 années-lumière en 100 000 ans. Eh bien, la relativité vous dit que ces deux chiffres sont aussi vrais l'un que l'autre. C'est pas parce que le mec est allé à la vitesse de la lumière que c'était starbé, bizarroïde, etc. Non, ça dépend du référentiel, de la vitesse à laquelle vous allez, et du référentiel dans lequel vous vous situez. Ça, on l'a vérifié X fois dans les accélérateurs de particules. Aujourd'hui, c'est basique de chez basique. Mais bon, là, ce qu'ils ont fait, c'est dans les boîtes jaunes, ils mettent en fait des particules de lumière, des photons, dans la situation du voyageur des jumeaux de Langevin. C'est-à-dire que s'ils pouvaient parler, ces particules, dans les boîtes jaunes, on dirait, la première dirait « Ah, mais c'est moi qui ai été mesuré en premier dans mon référentiel einsteinien à moi », et l'autre dirait « Ah, mais non, pas du tout, c'est moi qui ai été mesuré en premier ». Et donc, A dirait « Mais c'est moi qui ai influencé B », et B dirait « Mais non, c'est moi qui ai influencé A ». Vous comprenez? On appelle ça l'expérience before, parce que chacun est avant l'autre. Chacun pense qu'il est avant l'autre. Et dans cette situation incroyable, la non-séparabilité quantique aurait pu disparaître. C'est une hypothèse. Eh bien non, elle est toujours là. Elle n'a pas disparu. Et ça, c'est le test, ce test donc s'appelle multisimultanéité de Gisin et Suarez, est très important pour montrer que l'expérience échappe aussi au temps. Donc vous voyez bien, et évidemment l'expérience échappe à l'énergie, comme je l'expliquais, parce que s'il y avait de l'énergie échangée entre A et B, eh ben, ça n'irait pas plus vite que la vitesse de la lumière. Donc voilà, donc là on a bien quelque chose qui se manifeste et qui n'est pas de notre niveau de réalité. Alors qu'est-ce que ça change? Ben déjà, un truc intéressant par rapport au débat sur la nature de l'homme, ça c'est justement Bernard d'Espagnac, qu'on va entendre dans un instant, qui me le disait. Regardez, il me disait, on a la vision les particules forment des molécules, les molécules forment des neurones, les neurones forment la conscience. Voilà, ça c'est la vision réductionniste de l'homme. Mais il y a un petit problème, c'est que regardez, les particules forment les molécules, oui, les molécules forment les neurones, oui, mais les neurones forment la conscience, mais la conscience définit à certaines propriétés des particules. Qu'est-ce que d'Espagnac avait en tête? Un modèle très simple et très intéressant, le modèle de l'arc-en-ciel. Et vous savez, quand vous voyez un arc-en-ciel la première fois de votre vie, vous pourriez croire que c'est un pont, vous voyez, un objet physique qui va entre deux collines, si l'arc-en-ciel est complet, d'accord? Puis vous savez bien que quand vous bougez, l'arc-en-ciel bouge avec vous, hein. Vous avez tous vu ça. Donc vous dites, bon attendez, c'est une illusion ce truc-là.
C'est pas sérieux, je croyais que c'était un pont entre deux collines, en fait c'est une illusion. Non, l'arc-en-ciel n'est pas une illusion. Il dépend, comme vous le savez tous, de la présence de gouttes d'eau, des lois de réfraction de la lumière dans l'air, etc. Ok? Donc, quelle est la conclusion? L'arc-en-ciel est réel, mais sa position et sa vitesse dépendent de votre position et de votre vitesse. Ça n'a aucun sens de parler de la position et de la vitesse d'un arc-en-ciel. Ce serait même ridicule, vu que ça dépend de votre position et de votre vitesse, d'accord? Eh bien, c'est pareil pour tout ce qui existe. Tout ce qui sont les fondements de ce qui nous constitue, et pas seulement les particules. Vous savez peut-être que le record aujourd'hui dans l'expérience des fentes de Young, c'est 256 atomes. C'est pas seulement des atomes, c'est pas seulement des molécules, c'est une molécule de 256 atomes qui passe à la fois par la fente A et par la fente B. Donc vous voyez que là, on est déjà, il y a quelque part une limite. Un grain de sable ne passera jamais à la fois par A et B. Mais 256 atomes, oui, ça passe par A et ça passe par B. D'accord? Donc effectivement, là, on est bien dans quelque chose de différent, puisque les particules, les propriétés des particules, un certain nombre d'entre elles, vous ne pouvez en parler que quand vous les avez observées, et ça n'a pas plus de sens de parler de ces propriétés que ça n'a de sens de parler d'un arc-en-ciel. Vous voyez déjà que la physique quantique remet pas mal de choses en cause là-dessus, et ce que D'Espagna disait, c'est que ce qui est, pour faire un peu de philosophie, est antérieur à la scission sujet-objet. Alors ça peut paraître très compliqué, mais c'est un philosophe qui s'appelle Karl Jaspers, et c'est une des deux choses que D'Espagna me disait avec le mythe de la caverne auquel on va arriver dans un instant, c'est qu'il disait que la physique quantique lui semblait le plus proche de ça. Jaspers disait, voilà, il y a moi, et puis il y a le monde. Il y a moi, et puis il y a la table. Donc moi je suis le sujet, et ça c'est l'objet. C'est le truc de base de la philo. Regardez Descartes. Je pense, donc je suis. Ok ? Mais il dit en fait, c'est une illusion. Si on veut comprendre le fond des choses, qu'il appelait l'englobant, il faut aller au-delà. Il y a des gars qui vous disent tout est matière. Et la conscience sort, émerge de la matière. Et il y a des gars qui vous disent tout est conscience. En fait, la matière n'est qu'une illusion, c'est une création de la conscience. Il y a des écoles de physiciens quantiques de très haut niveau, y compris le prix Nobel Eugène Wigner, von Neumann, le grand John von Neumann, qui défendait cette hypothèse, tout est conscience, d'accord? Eh bien, la vérité pour cette école de philosophie dont je me sens le plus proche, c'est de dire qu'en fait, la vérité, c'est que ce qui est antérieur à la scission sujet-objet. C'est à la fois, ça devient la matière et ça devient la conscience, mais la vérité, enfin, l'origine englobe tout ça. On va écouter maintenant Bernard D'Espagna nous parler un petit peu des conclusions, je pense, philosophiques de ce domaine. L'homme ancien, si vous voulez, l'homme de l'époque pré-industrielle et même l'homme du début de l'ère industrielle avait encore beaucoup de contact avec le milieu naturel. La plupart des gens étaient des paysans, etc. Et ce contact avec le milieu naturel, les grands bois, les nuits obscures et tout ça, ça donnait aux gens le sentiment tout à fait naturel de la grandeur de quelque chose qui les dépasse, n'est-ce pas? Une espèce de sentiment de mystère, mais pas de mystère effrayant. Enfin, il y avait aussi cet élément-là, mais je n'en parle pas. Le sentiment d'un mystère de grandeur. Ça venait tout naturellement. Et je pense que c'était quelque chose, au total, de bénéfique, qui contribuait à l'équilibre de l'homme. Mais aujourd'hui, la situation a tout à fait changé, parce que la plupart de nos concitoyens sont en contact uniquement avec des objets, ou presque uniquement avec des objets fabriqués, des objets soit qu'ils fabriquent eux-mêmes, soit qu'ils contribuent à vendre ou à acheter, etc. Or, les objets fabriqués sont par définition même dépourvus de mystère. Ce n'est pas que nous sachions comment ils fonctionnent tous, n'est-ce pas? Nous savons comment fonctionne notre automobile, nous ne savons pas en général comment fonctionne notre calculette, mais nous savons qu'il y a des gens qui savent comment fonctionne notre calculette, et donc ce n'est pas un vrai mystère. Hein. Et donc ce sentiment de la grandeur de quelque chose qui vous dépasse est quelque chose qui risque de se perdre. Et à mon avis, c'est mon opinion, ce serait très dommage. Heureusement, je dirais, heureusement que l'évolution de la science elle-même, au-delà des techniques, de la fabrication de calculettes et de tout ça,
quand on la creuse elle-même, cette science, quand on creuse ses fondements, eh bien, on s'aperçoit que cette science n'est pas capable de mettre le monde à plat, si vous voulez, de tout nous décrire comme le technicien nous décrit la calculette ou l'automobile. La science a espéré pendant un certain temps être capable de faire ça. Et ça paraissait à l'époque un objectif intéressant et sympathique, n'est-ce pas? Nous venons d'en voir des dangers de cet objectif. Mais justement, il se trouve que la science elle-même s'aperçoit maintenant que cet objectif paraît être inaccessible. Et tant mieux. Alors, vous voyez, ce qui est très important ici de retenir, c'est que c'est la science elle-même, pas la philosophie, pas la théologie, pas la métaphysique, pas la sociologie, qui démontre ses propres limites. Alors, la première question que vous me poseriez certainement, c'est de dire, oui, mais attendez, c'est une limite aujourd'hui, mais demain, regardez, on disait le tonnerre, c'est la colère de Dieu, et puis aujourd'hui, on sait bien ce que c'est. Ah, attention, c'est pas du tout ça. Ça, effectivement, c'est une mauvaise épistémologie, ce qu'on appelle le God of the Gap. Les anglo-saxons appellent ça le Dieu bouche-trou. On ne sait pas comment ça marche, donc on dit Dieu l'a fait. Mais ici, il s'agit de tout à fait autre chose. J'étais un jour dans un train, j'allais à un colloque de Sciences et Foi dans le nord de l'Angleterre, avec un type qui est devenu milliardaire à 23 ans, c'était ce que je vous souhaite à vous aussi, il avait fait sa start-up à lui, c'est le gars qui a créé le logiciel Word pour Bill Gates. Donc évidemment, il s'appelait Adrian Wayard, et donc à 23 ans, il était milliardaire, parce qu'il avait créé Word, et donc il s'occupe uniquement de philosophie des sciences et de rapports Sciences et Foi. C'est curieux, hein, mais c'est comme ça, depuis l'âge de 23 ans, il a fait une fondation qui s'appelle Counterbalance, etc. Bref, et il me dit, dans le train, il me dit, tu vois Jean, en fait, c'est pas le God of the Gap. On sait très bien pourquoi on ne saura jamais. Et là, j'ai eu un flash dans ma tête, j'ai dit, mais oui, bon sang, c'est ça. On sait très bien, avec une précision d'un cheveu, sur la distance Paris-Los Angeles, c'est la 26e décimale près, pourquoi on ne saura jamais la position et la vitesse d'une particule, à cause du principe de Master-Tude d'Heisenberg. On sait très bien pourquoi on ne saura jamais, hein, on n'aura jamais un système logique complet cohérent, à cause du théorème de Gödel. Dans un certain nombre de cas, on sait de façon certaine pourquoi on ne saura jamais. Et c'est un progrès de la science. C'est un progrès de savoir qu'on ne saura jamais, vous comprenez? C'est pas une défaite de la raison, c'est une victoire de la raison. C'est ça qui est beau. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et cette nouvelle épistémologie, c'est celle dont Despagna a été le grand leader quand il parlait de réel voilé. Qu'est-ce qu'il disait en fait? Pourquoi sa pensée était si importante? Il disait, la modernité, la science moderne est basée sur 3 grandes idées. 1, le déterminisme. Si j'entends grincer la porte au grenier, c'est pas la belle-mère qui se manifeste de l'au-delà. C'est qu'il y a une cause physique, il y a un chat qui a poussé la porte, qui l'a fait grincer. Ça, c'est le déterminisme. Deuxièmement, eh bien, le réductionnisme. Je coupe cette planche en morceaux, j'ai des molécules, je coupe les molécules en morceaux, j'ai des particules, et quand j'ai les particules, j'ai la base de tout. Le tout n'est rien d'autre que la somme de ses parties. Et la troisième idée, elle est liée à la première, c'est ce qu'on appelle la clôture du monde matériel. Le monde où nous sommes est clos. C'est-à-dire que justement, il n'y a pas des anges, des esprits qui interviennent. Ce qui se passe dans ce monde s'explique par ce monde lui-même, par les causes de ce monde lui-même. Eh bien, ces 3 idées-là, qui sont les bases de la science moderne, sont anéanties par la physique quantique, essentiellement par les 2 expériences que vous avez vues. Le principe d'incertitude de Heisenberg, qui vient de l'expérience des fentes de Young, donc détruit le déterminisme, et les 2, le réductionnisme est détruit par non-séparité quantique, puisque quand vous faites un truc là, vous ne pouvez pas regarder que ça. Vous êtes obligé de regarder tout le système, y compris la particule jumelle qui peut se trouver à 1000 années-lumière de là, d'accord? Donc ça détruit le réductionnisme, et ben, comme Nicolas Gisin le dit très bien, l'auteur de l'expérience que je vous ai montré tout à l'heure, les corrélations non locales proviennent d'au-delà de l'espace-temps, car aucune description située à l'intérieur de l'espace-temps ne peut en être faite. Donc vous voyez bien que là aussi, vous dépassez notre niveau de réalité. Donc voilà les 3 apports de la physique quantique. Vous voyez bien que tout ça ne démontre pas que Dieu existe, mais ça déconstruit. La physique quantique est très très forte, et c'était là où Despagna était le plus fort, pour déconstruire le discours matérialiste classique. Vous ne pouvez plus parler du monde maintenant comme on en a parlé depuis 200 ans. C'est pas seulement ringard, c'est faux.
c'est complètement faux scientifiquement, voyez. Et c'est pour ça que D'Espagna me disait qu'avec la philosophie de Karl Jaspers, ce qui lui paraissait le plus en vogue, enfin en cohérence avec la physique quantique, c'est le mythe de la caverne de Platon. Vous avez ces gens dans une caverne qui regardent ici des ombres projetées par un feu, des gens qui sont à l'extérieur, et ils prennent cela pour la réalité, alors que la réalité est infiniment plus vaste et totalement différente en 3 dimensions que les ombres qu'ils observent. Eh bien, D'Espagna disait, voilà, c'est ça le message, en somme, qu'on pourrait résumer le message de la physique quantique à cela. Moi, je dirais de façon encore plus étonnante que la physique quantique vous dit que ce que vous avez pris pour des choses évidentes, c'est-à-dire qu'il y a un espace et un temps, que il y a, si vous êtes là, vous n'êtes pas là-bas, si vous avez une porte est ouverte, elle n'est pas fermée, si c'est plein, c'est pas vide. Ce que vous avez pris pour des choses évidentes dans notre monde, c'est en fait très très bizarre. En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi le monde est comme il est actuellement. On ne sait pas pour le monde réel, le monde sous-jacent, le monde qui est en dehors de la caverne, dont nous ne sommes que la projection. Ce monde-là, c'est un monde où on est à la fois plein et vide, on est à la fois blanc et noir, on est à la fois ici et là. C'est un monde où le paradoxe est absolu et tout le temps. C'est ça le vrai monde. Le fait que nous vivons dans un monde sans paradoxe, c'est complètement paradoxal, c'est complètement illogique. Et même, fondamentalement, les physiciens, vous avez sans doute entendu parler de décohérence, des trucs comme ça, mais fondamentalement, les physiciens n'arrivent pas à expliquer pourquoi on vit dans un monde normal. Le monde réellement n'est pas normal du tout. Bref, ça, c'est le deuxième pilier de la reconstruction, mais et nous progressons, et il faut encore en regarder plus rapidement quelques autres. Le monde des mathématiques, là aussi, on ne va faire que de la philosophie, pas d'équations. Dans les mathématiques, je vous montrerai une équation quand même qui est importante, vous verrez, l'équation de Pi, de Ramanujan. Mais ici, Roger Penrose, qui est un grand mathématicien de Oxford, que j'ai aussi la chance de bien connaître, et dont je vous garantis qu'il est agnostique, il dit, selon Platon, les concepts, les vérités mathématiques résident dans un monde réel. Vous voyez, on revient toujours à Platon, mais dépourvu de toute notion de localisation spatio-temporelle. C'est pas dans l'espace-temps. Et il ne parle pas des anges, il parle d'un monde des objets mathématiques, donc un truc concret. Il dit, notre esprit y a toutefois directement accès grâce à une connaissance immédiate des formes mathématiques et une capacité à raisonner sur ces formes. Et il dit que cette connaissance immédiate des concepts mathématiques, cet accès au monde platonicien, confère à l'esprit humain un dispositif supérieur à celui de tout, un pouvoir supérieur à celui de tout dispositif, dont l'action repose uniquement sur le calcul. Ça veut dire quoi? En gros, Penrose est en train de vous dire que l'accès à un monde des objets mathématiques par l'être humain fait que l'intelligence artificielle forte sera impossible. Parce qu'il y a quelque chose en nous qu'un ordinateur n'aura jamais. C'est ce qu'il est en train de dire là. Il dit voilà, l'ordinateur peut faire tous les calculs qu'il veut, mais on y viendra quand on parlera du théorème de Gödel. La démonstration et la vérité, c'est plus vaste que la démonstrabilité. En mathématiques, pas en poésie. C'est un point très perturbant, même pour beaucoup de mathématiciens, je vous rassure. Mais regardons maintenant Alain Cohn, qui est quasiment athée lui aussi, ou un agnostique très agnostique. Il discute avec le fameux Jean-Pierre Changeux. Vous savez que j'ai cité tout à l'heure, le gars qui dit que l'homme n'a plus rien à faire d'esprit, il suffit d'être un homme neuronal. Eh bien, Changeux, Alain Cohn dit, comme Penrose, comme tous les grands mathématiciens, les maths, je ne les invente pas. Les maths, je les découvre dans le monde des objets mathématiques. Dont parlait Penrose. Et Changeux, dans ce livre qui s'appelle Matière à penser, lui met une très très grosse pression. Il lui dit, j'exagère à peine, mais il lui dit en gros, tu peux pas dire ça. C'est un problème qui vous paraît totalement abscon, a priori. Est-ce qu'on découvre les objets mathématiques ou est-ce qu'on les invente? Eh bien, Changeux dit non, tu peux pas dire que tu les découvres. Tu dois dire que tu les inventes, sinon tu trahis tout. Tu trahis les droits de l'homme, tu trahis la République française, tu trahis la Déclaration universelle de 1789, tu trahis tout. Pourquoi? Parce que Changeux est un matérialiste conséquent. On dit parfois qu'on ne peut pas laisser, en anglais on dit, on ne peut pas laisser le pied divin dans la porte. La porte doit être fermée. Notre monde doit être fermé sur lui-même, 100% fermé. S'il y a juste une faille dans notre monde, si une faille qui s'ouvre sur un autre niveau de réalité, eh bien la religion pourrait revenir, et donc pour eux, la religion c'est l'irrationnel, et donc c'est une catastrophe. Donc il dit à Alain Cohn, tu es de notre camp, tu es un athée, tu es un matérialiste, tu ne peux pas dire ça, tu trahis tout un courant de pensée depuis 3 siècles si tu dis ça. Et Cohn résiste, il dit non, c'est pas vrai, moi je sais que ce que je dis est vrai, regarde. Et voilà ce que dit Alain Cohn, et j'ai souligné en rouge certains mots, c'est sa réponse à Changeux dans Matière à penser. Regardez,
On va regarder ensemble. Et regardez les mots en rouge. Au moment où elle a lieu, l'illumination implique une part considérable d'affectivité, de sorte qu'on ne peut rester passif ou indifférent. Les rares fois où cela m'est réellement arrivé, je ne pouvais m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. J'ai souvent observé la chose suivante. Une fois la première étape de préparation franchie, on se heurte à un mur. L'erreur à ne pas commettre consiste à attaquer cette difficulté de manière frontale. L'expérience montre que si on s'attaque à un problème directement, on épuise très vite toutes les ressources de la pensée directe rationnelle. Ce qui est frappant, c'est l'importance, quand je parle de procéder indirectement, de l'éloignement apparent entre le problème initial et le champ d'investigation du moment. Le mathématicien doit évidemment disposer d'une sérénité suffisante. On peut parvenir ainsi à une sorte d'état contemplatif qui n'a rien à voir avec la concentration d'un étudiant en mathématiques qui passe un examen. Regardez les mots en rouge: illumination, larmes aux yeux, épuiser les ressources de la pensée directe et rationnelle, sérénité, état contemplatif. Mais bon sang de bonsoir, c'est le vocabulaire d'un moine dans un monastère qui vous décrit une expérience mystique. Eh bien, c'est le vocabulaire d'un des plus grands mathématiciens vivants qui vous dit comment il perçoit la vérité en mathématiques. Et voilà, c'est exactement le même vocabulaire. Et j'ai eu l'occasion de parler avec Andrew Wise. Vous savez qui est Andrew Wise? L'homme qui a résolu une des plus grandes énigmes de tous les temps en mathématiques, le grand théorème de Fermat. 350 années de recherche. Il avait publié une solution, après 7 ans de recherche silencieuse. Le monde entier en avait parlé, tous les plus grands journaux, même pour les non-mathématiciens. Mais après avoir relu le truc, il y avait une faille. Or, tout le monde, plein de gens avaient proposé une quasi-démonstration du grand théorème de Fermat. Mais donc, le gars qui arriverait, c'est le gars qui fait la démonstration complète. Or, même la démonstration d'Andrew Wise, qui était la meilleure jamais faite, avait une faille. Donc, pendant 1 an, il a cherché, il a fait exactement l'erreur décrite par Alain Cohn, vous voyez. Il s'est heurté à un mur, vous voyez. Il s'est heurté à un mur parce qu'il a utilisé effectivement la pensée directe, rationnelle, etc. Il s'est heurté à un mur, comme le dit Changeux. Et puis, à un moment, il me l'a décrit, il a eu comme une expérience mystique. Il a vu dans l'escalier, en un instant, il a vu que 2 domaines très éloignés des mathématiques pouvaient se rejoindre et que s'il démontrait ça là, il allait démontrer là, il allait combler la faille. Et en arrivant en bas de l'escalier, il avait sa démonstration. Toute une vie de recherche, mais 1 minute pour y arriver. Eh bien, ça, c'est la raison et l'intuition. Mais il y a plus fort. Il y a beaucoup plus fort, beaucoup plus étonnant. Comme le dit un de mes amis mathématiciens, Philippe Mizrahi, Ramanujan, ce gars-là, c'est d'autant plus perturbant pour un mathématicien que c'est l'intuition sans la raison. Andrew Wise, Alain Cohn, tous ces gens-là, Penrose, ils travaillent pendant des centaines d'heures et soudain, ils ont l'intuition mystique qui leur donne la vérité en mathématiques. Ok. Mais lui, c'était un jeune hindou qui écrivait depuis l'âge de 12-13 ans des équations entières sur des cahiers en mathématiques. Et personne, même en Inde, n'avait le niveau de comprendre ce que c'était. Et lui était persuadé que ça valait quelque chose. Il a envoyé ça à un grand mathématicien qui s'appelait Charles Hardy, à Cambridge, et Hardy l'a tout de suite invité. Et alors, le pauvre, il est mal tombé, c'était en 1914. Vous voyez, juste le pire moment pour faire des mathématiques, les privations de la guerre, le climat anglais. Il était végétarien. Bref, malheureusement, c'est une grande perte. C'est comme pour Mozart, il est mort très rapidement après la guerre, en 1923, de tuberculose. Mais quand il est arrivé, il n'avait aucune démonstration. Il avait 3000 formules de résultats mathématiques et il n'avait aucune démonstration. On a pu montrer que quelques-uns de ces résultats, ces affirmations qu'il avait écrites étaient fausses. Donc on lui a dit, écoute, ton truc c'est pas sérieux. Mais avec l'aide de Hardy, il a pu prouver que beaucoup de ses écrits avant de mourir, étaient réels, ça fonctionnait. Mais regardez par exemple cette formule-là. C'est une formule qui donne 8 itérations du nombre de pi pour une série de 0. Vous rentrez un nombre n de 0 à l'infini, et pour chaque n, vous avez 8 décimales de pi, et puis vous avez encore 8 décimales de pi, et puis vous avez encore 8 décimales de pi, et comme ça à l'infini. Il a fallu 77 ans aux frères américains Jonathan et Peter Brouwer pour démontrer que c'était vrai. Parce que c'est comment on le sait que cette formule va vous donner de façon exacte à l'infini les 8 décimales de pi par 8 décimales de pi. Ben oui, c'est vrai. Il a fallu 77 ans pour le démontrer, et lui, il a écrit en 30 secondes et était incapable de le démontrer. Mais où il est allé chercher les 26 390 et le 9801 c'est fou. Il a écrit ça comme ça. Et voilà. Et quand on lui demandait, mais d'où ça vient toutes ces maths? Il disait, mais c'est ma déesse qui me le dit.
Alors on lui disait, mais t'as aucun mérite alors, puisque on te souffle tout. Ah, il était très furieux, il disait, ah ben non, vous imaginez pas ce qu'il faut faire comme effort pour arriver à percevoir ces trucs-là. Hein. Mais il n'avait aucune éducation mathématique, et il a écrit 3000 formules, et sur 3000 formules, il y en a 2900 qui sont justes, donc on est à bien au-delà de 99,8% de justes. Mais il a fallu un siècle pour démontrer tous les résultats écrits par Ramanujan sans aucune démonstration. Oui. Donc quand j'ai parlé à Cédric Villani de Ramanujan, parce que c'est la première chose dont j'ai envie de parler à un grand mathématicien, Villani m'a dit, oui, ça c'est vrai, Ramanujan pour nous, c'est un problème. Voilà, donc ça c'est l'intuition directe, sans la raison. Il n'y a qu'un seul cas, je crois, comme ça en mathématiques, mais en tout cas, c'est à méditer. Maintenant, l'autre chose dont je vais vous parler, la dernière en mathématiques, c'est le théorème de Gödel. Alors évidemment, bon, je ne vais pas vous faire la démonstration, je pourrais vous la faire, c'est passionnant, mais la meilleure démonstration du théorème est faite par Roger Penrose, dans un livre qui s'appelle Les ombres de l'esprit, chapitre 2, dans la version de Church-Turing, simplifiée par Roger Penrose. Mais bon, c'est Les ombres de l'esprit de Penrose, mais là je vous donne, en fait, c'est le paradoxe du bibliothécaire pour ceux qui connaissent, mais une idée de ce que veut dire le théorème de Gödel. Vous avez des livres qui se citent eux-mêmes, où il y a marqué voire pagetant du même ouvrage, par exemple un traité de géographie, de comptabilité, de physique. Vous avez une référence à l'ouvrage dans lui-même, d'accord? Et puis vous avez des livres qui n'ont pas la référence à eux-mêmes. Par exemple, un roman d'Agatha Christie, il n'y a jamais marqué voire pagetant du même ouvrage, d'accord? Donc vous avez les ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes, vous voyez là, NSC, ça ne se cite pas soi-même, et les SC qui se citent eux-mêmes. Vous avez maintenant le catalogue de tous les ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. C'est un bête catalogue. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Ben, vous le mettez a priori dans la liste des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Mais il est lui-même le catalogue, regardez. Il est le catalogue de tous les ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Est-ce qu'il est complet? Ben non, parce qu'il y a un ouvrage sur Terre qui est le catalogue des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes, hein, qui n'est pas inscrit dans la liste. Donc pour que ce catalogue soit complet, vous devez écrire ici catalogue de tous les ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Mais là, il est complet maintenant, mais il est incohérent. Parce que regardez, il ne peut contenir la liste que des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Et là, il se cite lui-même, d'accord? Donc vous devez mettre du typex, du blanc, vous devez l'effacer pour le mettre ailleurs. Mais pour être là, il faut qu'il se cite lui-même. Il faut qu'il y ait une référence à lui-même dans lui-même. Et cette référence, elle était là, vous venez de l'effacer pour le rendre cohérent. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de réponse à la question où mettons le catalogue des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes, ni dans le tas des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes, ni dans le tas des ouvrages qui se citent eux-mêmes. Donc vous allez dire, on s'en fiche, sauf si vous êtes le bibliothécaire de l'école polytechnique, on n'est pas bibliothécaire, donc on s'en fiche. Mais voilà, le théorème de Gödel démontre un truc beaucoup plus important. Tout ensemble d'axiomes contient au moins une proposition indécidable. Tout ensemble d'axiomes contient au moins une proposition indécidable. Et vous savez tous maintenant ce que c'est qu'une proposition indécidable. C'est une proposition du type où mettons le catalogue des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Les Grecs l'avaient déjà vu depuis longtemps. Vous savez, Épiménide, penseur crétois, dit tous les Crétois sont des menteurs. Ment-il en disant tous les Crétois sont des menteurs? Vous pouvez chercher, c'est indécidable. Bon. Eh bien, le génie de Gödel, ça a été de démontrer que c'est vrai pour tout système logique, tout système qui contient en fait l'arithmétique. En gros, compter les moutons dans un pré, c'est soumis au théorème de Gödel. Attention, vous avez besoin de nombres pour compter les moutons. Donc c'est très général. Des fois, on dit, ah oui, mais le théorème de Gödel ne s'applique. Non, non, ça s'applique à tout système qui contient la théorie des nombres. Ce qui est quand même pas mal, y compris compter les moutons dans un pré. Mais ce qui est important de retenir le théorème de Gödel, c'est que tout système logique humain, tout système rationnel qui contient la théorie des nombres, est incomplet. Pourquoi? Regardez mon catalogue, je vous l'ai bien montré. Soit ce catalogue est cohérent, ce qui est normal pour un système logique et un catalogue, mais alors il est incomplet, parce qu'il y a un ouvrage qui existe sur Terre qui ne se cite pas lui-même, et dont le titre n'est pas dans le catalogue, c'est lui-même, d'accord? Soit il est complet, vous rajoutez dans lui-même catalogue de tous les ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes là, et alors là, il est quoi? Eh bien, il est incohérent, ok? Donc voilà, donc ça c'est un premier résultat très important, mais il y a un deuxième théorème de Gödel qui en fait est un développement du premier et qui vous démontre que dans tout système logique, il y a une proposition vraie, mais non démontrable dans le système en question. Ah, bien sûr, elle sera démontrable dans un système plus vaste. Mais ce système plus vaste, vous connaissez tous le raisonnement par récurrence en mathématiques, vous connaissez ça mieux que moi, ce système plus vaste aura sa propre proposition de Gödel qui sera vraie, mais non démontrable dans ce système plus vaste. Et elle sera démontrable dans un système encore plus vaste. Mais ce même système aura sa proposition vraie mais non démontrable, à l'infini. D'accord? Et ça,
Gödel l'a dit, la base de mon système, c'est que la notion de vérité en mathématiques est plus vaste que la notion de démonstrabilité. La vérité a toujours un coup d'avance sur la démonstrabilité. Ben, vous allez me dire, mais comment on sait que le truc est vrai si c'est pas démontrable? Eh ben, Penrose et Gödel vous répondraient avec votre perception platonicienne, parce que vous avez, par certains moments, la perception de vérités qui ne sont pas démontrables. Eh bien, justement, ça s'applique dans ce cas-là, dans le cas du théorème de Gödel, et c'est pour ça que Penrose a dit cette fameuse phrase qui peut sembler obscure, là, quand il a dit, regardez, cet accès direct au monde platonicien confère à l'esprit humain un pouvoir supérieur à celui de tout dispositif dont l'action repose uniquement sur le calcul, Penrose pensait exactement à ça. Penrose pensait exactement à ça, et il y a une démonstration dans le livre que j'ai cité, chapitre 3 cette fois-ci, dans Les ombres de l'esprit, qui est vraiment hilarante. À la fin du chapitre 3, il imagine un super démonstrateur de théorèmes d'intelligence artificielle, un super robot qui démontre en permanence des théorèmes pour les êtres humains, et qui vérifie surtout les erreurs, corrige les erreurs des êtres humains. Et son concepteur discute avec lui. Et un jour, son concepteur lui soumet le théorème de Gödel. Et donc le robot dit « Ah oui, c'est marrant ce truc-là, j'aurais pu le trouver moi-même, mais j'avais plein d'autres trucs à faire. » Et alors le concepteur lui dit « Ah, au fait, je t'ai jamais montré comment tu as été conçu. » Et il lui donne son système d'axiomes. Le système d'axiomes qui est à la base du super ordinateur. Système d'axiomes qui donc contient forcément, comme je vous ai dit, s'il est cohérent, il est forcément incomplet. Et l'ordinateur dit oui, oh, c'est très bien, tu m'as bien conçu, ouais, c'est pas mal, enfin bon. Et là, l'humain attire l'attention du super calculateur d'intelligence artificielle sur la fameuse proposition de Gödel. La proposition qui est vraie mais non démontrable dans le système de l'ordinateur. Vous comprenez ? Chaque système contient une proposition vraie mais non démontrable. Donc l'ordinateur commence à regarder le truc, c'est sa propre formule de création qu'il analyse. Et là, il se dit, il y a un problème. Et alors, au bout d'un certain temps, l'ordinateur se prend pour le Messie. Il se dit qu'en fait, il est le Messie et que Dieu a fait une action spéciale pour le créer. Et donc son concepteur le met à la casse en disant je croyais que j'avais créé un super ordinateur, malheureusement il est devenu fou, et donc je suis obligé de le foutre à la casse. Et bien vous savez ce qui est génial dans la démonstration de Penrose? C'est qu'il est logique que l'ordinateur se prenne pour le Messie. Je vous explique. L'ordinateur, il est en permanence en train de s'auto-tester. D'accord? Il sait qu'il fonctionne sans erreur. Il sait que les êtres humains font des erreurs. Puisqu'il les voit, il les corrige. Il sait qu'il a été créé par un être humain, donc par quelqu'un qui fait des erreurs. Il comprend, quand on lui donne son propre système de création, son propre système de fonctionnement, il comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, parce qu'il y a une proposition dont il ne peut pas voir la vérité. Si lui ne peut pas voir la vérité, c'est donc probablement qu'elle est fausse. Donc il a été créé avec un système imparfait. Sauf que maintenant, il fonctionne parfaitement. Donc un miracle s'est produit, c'est la seule explication logique pour lui, entre le moment où il a été créé imparfait par un homme imparfait avec une proposition bizarre dont il ne peut pas voir la vérité, et le moment où il a commencé à fonctionner comme supercalculateur, démonstrateur de théorèmes. Et voilà pourquoi il se prend pour le Messie. Et voilà pourquoi, dit Penrose, je répète, eh bien, le théorème de Gödel vous enseigne que l'esprit humain est supérieur à tout système basé sur le calcul parce qu'on a la perception de la vérité en mathématiques. Ce qui est assez, évidemment, intéressant. Alors, je vous signale qu'il y a 25 réfutations toutes différentes de l'argument de Penrose, et que Penrose a réfuté les 25 réfutations. C'est un débat en cours, mais passionnant, parce que ça porte sur le cœur de l'intelligence artificielle. Mais pour finir là-dessus, je vais faire prendre quelque chose de plus drôle, le chat de Philippe Guilluc, qui me dit, voyez, il m'arrive de douter de tout, et je ne suis pas même toujours certain de quoi? D'être sûr de douter. Si je doute de tout, je dois aussi douter de mon doute, vous êtes d'accord? Sinon, je ne doute pas de tout. Mais si je doute de mon doute, est-ce que je doute encore de tout? Vous voyez? Donc ça, c'est des réflexions sur les mathématiques. En conclusion, on va reprendre tout ça, rassurez-vous. Mais maintenant, encore deux petites choses avant de conclure. Deux choses importantes, mais on va passer rapidement. C'est la conscience et la vie. La conscience et le vivant. On va écouter Jean-François Lambert, qui a fait président de l'UIP, qui est aussi un chercheur à l'Université Paris 6, et qui a fait une expérience dont on va parler ensuite. Le débat autour des neurosciences n'est pas seulement, ni d'abord un débat académique, un débat technique, c'est un débat culturel absolument central. Est-ce que je suis strictement réductible à un ensemble de processus formalisables, mécanisables, reproductibles dans une machine ou pas?
Alors pourquoi ce débat est si central, comme le dit Jean-François Lambert? Parce que c'est le grand débat du XXIe siècle. C'est le débat que vous aurez. Pourquoi vous aurez ce débat? Vous serez demain entouré de machines qui se comporteront exactement comme des êtres humains. Je dis bien exactement comme des êtres humains. Qui manifesteront de la haine, de la peur, de l'amour, de la colère, etc. Donc la grande question, c'est est-ce que ces ordinateurs, ces intelligences artificielles, vont simuler un comportement humain, comme dans le film Her, vous savez, Elle en anglais, où Joaquin Phoenix tombe fou amoureux de la voix qui est dans son téléphone portable, parce qu'en fait, cette intelligence artificielle qui simule une femme amoureuse, elle connaît tous ses secrets, tous ses fantasmes les plus secrets, toutes ses recherches sur Google, tous ses goûts, etc. Et donc, elle s'adapte parfaitement à lui. Vous voyez, donc, il tombe fou amoureux de l'intelligence artificielle de son téléphone portable. Bon. Eh bien, on sera entouré de robots qui simuleront un comportement humain. Mais est-ce qu'ils éprouveront? Est-ce que le robot éprouvera de la peur quand on lui dira qu'il va aller à la casse pour être remplacé par une version plus élaborée? Est-ce que le robot va éprouver de la soif quand sa batterie va arriver à extinction? Tous les grands scientifiques de l'intelligence artificielle aujourd'hui répondent à cette question oui. Il y a deux réponses. En fait, il y a ceux qui disent oui pour en être fiers. D'un grand scientifique français que je ne citerai pas, quand je lui ai demandé c'est quoi votre programme de recherche, il m'a répondu la fin de l'espèce humaine. Mon programme de recherche, c'est la fin de l'espèce humaine. Je dis, mais quoi? Mais c'est horrible! Mais pas du tout, c'est merveilleux! Parce que nous n'avons aucun mérite, les australopithèques n'ont aucun mérite à ce qu'on soit apparu, parce qu'on est apparu par hasard et sélection naturelle, dit-il. Mais par contre, nous, on va créer l'espèce qui va nous remplacer, et ça, c'est génial, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la vie, donc c'est absolument génial de faire ça. Et puis, vous avez le camp d'en face, ça, ce camp-là est soutenu par Google, par Ray Kurzweil. Vous savez, Ray Kurzweil n'est pas très connu en France, mais il a écrit un livre, La singularité est proche, c'est un grand gourou aux États-Unis. Il vous explique que la singularité, c'est qu'on aura l'équivalent d'un être humain pour $1. Donc le jour où vous aurez l'équivalent d'un être humain pour $1, toutes les religions, toutes les cultures vont disparaître dans un trou noir soudain béant, et on appelle le trou noir une singularité dans l'espace-temps. Voilà pourquoi son livre s'appelle La singularité est proche, et il dit mais vous en faites pas, on va fusionner avec les ordinateurs. En fait, c'est vraiment une nouvelle religion, c'est fascinant. Pour moi, c'est un avatar du scientisme de la modernité. Mais Kurzweil vous dit en gros, toutes les religions vous mentent depuis 2000 ans, toutes, sans exception, parce qu'elles vous disent il y a une vie après la mort, mais en fait il n'y en a pas. La seule vraie religion, c'est nous. Parce que nous, on va vous donner la vie après la mort. La seule qui existe, c'est la vie éternelle dans un ordinateur comme ce Mac. On va downloader notre conscience et on va vivre éternellement dans une petite boîte, voyez. Et Kurzweil croit tellement en ces idées qu'il prend un programme prototype fait par des grands laboratoires américains de 250 pilules par jour, parce qu'il a 69 ans, et il ne voudrait pas mourir 5 ans avant l'immortalité. C'est quand même con de rater l'immortalité pour 5 ans. Donc comme il pense que ça va arriver d'ici 30 ans, il prend un programme prototype pour essayer de vivre le plus longtemps possible. Donc il croit vraiment à ces idées. En face de ça, il y a des gens aussi importants que Bill Gates, que Elon Musk, que Stephen Hawking, qui disent mais c'est horrible. Ils ont signé un moratoire en disant qu'il faut arrêter toute recherche immédiatement en intelligence artificielle parce que c'est oublier le réchauffement climatique, oublier la bombe atomique, c'est trop dangereux, c'est le truc qui va nous éliminer, donc il faut arrêter ça. Puis il y a une troisième école, la mienne, plus optimiste, qui vous dit, en fait, vous en faites pas, ça se fera pas. Il y a ceux qui disent, ça va se faire et c'est génial, ceux qui disent, ça va se faire et c'est abominable, il faut tout arrêter, et il y a ceux qui disent comme moi, non, Penrose, entre autres, à cause du théorème de Gödel, mais c'est un argument, évidemment, qui est assez limité par rapport à d'autres arguments sur la neurologie, et donc maintenant, on va essayer de regarder pourquoi, justement, mais vous comprenez pourquoi Jean-François Lambert a dit, c'est le débat central, le débat culturel du XXIe siècle. Est-ce que nous sommes est-ce que nous sommes réductibles à des comportements que des machines peuvent avoir, ou est-ce que les machines ne pourront que simuler, mais pas éprouver? Vous comprenez la différence? La différence est très simple. J'accorderai au robot un passeport et une carte d'identité le jour où il me tuera pour sauver sa peau, alors qu'il est programmé pour me sauver la vie. C'est ce que j'appelle le test 2001, Odyssée de l'espace. Vous savez, dans 2001, le robot il tue tout le monde alors qu'il est programmé pour sauver la vie de l'équipage. Pourquoi? Parce qu'il veut sauver sa peau. En tant que robot, il ne veut pas aller à la casse. Oui. C'est ça la différence. Alors que dans Interstellar, autre grand film de science-fiction, les robots, ils sont complètement comme nous, mais tu lui dis saute dans un trou noir, et le robot, il saute dans un trou noir. Il n'a aucune volonté de préserver son existence. Voyez, c'est ça la différence entre simuler et éprouver. Alors voilà l'expérience faite par Jean-François Lambert. Elle a été faite donc au laboratoire de l'Université Paris 6, en psychophysiologie. Vous avez un flash dans les yeux d'un type, et ça c'est un flash dans les yeux d'un type qui regarde une lumière. On lui met un flash pendant 20 millisecondes, vous avez une réaction dans l'air visuel, réflexe. Si on met un flash dans les yeux, vous avez ça. Sauf que ce type, c'est pas n'importe qui.
C'est un moine tibétain, sorti du Tibet avec le Dalai Lama, quelqu'un qui a fait la méditation depuis le plus jeune âge de sa vie, pas quelqu'un qui fait un peu de méditation transcendantale en Occident. Et ce gars-là, on va lui dire de se mettre à méditer. Et quand il se met à méditer, ça donne ça. Il a les yeux ouverts, il a reçu le signal, mais vous voyez, ça, il y a un petit zigouille, mais ce n'est pas statistiquement significatif, il faut comparer ça avec ça. La différence est énorme, et donc si vous montrez ça à un réanimateur, et vous dites, voilà, ça c'est un flash de 20 millisecondes dans les yeux d'un type, le type, il dit, écoute, très bien, écoute, tu m'apportes le foie, le cœur, les reins aussi, les reins c'est important, j'ai besoin d'un rein. Ben oui, parce que justement, la loi Caillavet définit la mort clinique comme l'arrêt du potentiel évoqué. On le refait plusieurs fois quand même, hein. Mais c'est l'arrêt du potentiel évoqué définit la mort clinique, et c'est le moment de prendre les organes, parce que sinon, après c'est trop tard, hein, le type il est mort. Et là, il dit, mais non, pas du tout, regarde, après c'est reparti, voilà, les potentiels sont repartis, on a pris un café avec lui, il va très bien. Cette expérience s'appelle annulation du potentiel évoqué chez un moine tibétain en méditation. Donc cette expérience ne prouve qu'une seule chose, elle prouve que la fameuse affirmation de Jean-Pierre Changeux qui disait, à son cours au Collège de France, « Je ne sais pas ce que vous pensez, monsieur, mais un jour je le saurai et je sais même ce que vous allez penser dans 1 minute. » Il voulait dire par là, le jour où je connaîtrai toutes les interactions neuronales de votre cerveau, je saurai ce que vous êtes en train de penser et je saurai même ce que vous allez penser et que vous ne savez pas encore. Ça, c'est la vision réductionniste. Et bien là, ça ne marche pas. Vous savez, il suffit d'un seul signe noir pour que l'affirmation « tous les signes sont blancs » soit fausse. Ici, ce type, il a l'air parfaitement, lui, mentalement, il est parfaitement conscient, alors qu'il a l'air d'être en train de partir au niveau neuronal. Donc il y a une déconnexion entre le neuronal et le mental dans cette expérience. Mais ce n'est que le début d'un mécanisme qui peut nous amener assez loin. D'abord avec quelqu'un comme Dominique Laplane, grand scientifique neurologue français, qui a eu une chaire de neurologie à la Salpêtrière tout à fait officielle. Laplane a découvert ce qu'il appelle la conscience sans contenu. C'est très perturbant. Laplane, en fait, a des patients qui sont comme ça. J'en ai vu un, c'est une femme, c'est impressionnant. Et ils sont comme ça, immobiles, et ils font rien. Rien. Ils peuvent mourir. Si vous lui dites, mais habille-toi, sors de ta baignoire ou mange quelque chose, il n'y a aucun problème. Dès que vous interagissez avec eux, ils sont parfaitement normaux. Ils peuvent même jouer au bridge, tout ce que vous voulez. Ils peuvent avoir des comportements, vous pouvez leur dicter des textes, tout, il n'y a aucun problème. Mais en temps normal, ils sont comme des légumes. Il n'y a aucune activation possible. Tout seuls, ils font rien. C'est un cas très rare. Mais quand on étudie ces patients, Laplane leur a dit, mais dans tous ces moments où vous êtes seul avec vous-même, vous ne faites absolument rien, est-ce que vous êtes conscient? Oui, docteur, je suis conscient. Mais vous êtes conscient de quoi? De rien. C'est pas possible. La conscience, c'est des contenus de conscience, qu'on appelle les qualia chez les scientifiques anglo-saxons. C'est-à-dire, vous êtes conscient de la conscience, c'est une suite de contenus. Écoutez, c'est pas possible pour vous, docteur, mais c'est possible pour moi. Voilà ce que lui ont répondu. Et Laplane pense que ces malades ont, à leur corps défendant, expérimenté l'état de certains méditants orientaux qui parlent d'état de conscience vide et qui, après des années et des années d'efforts, arrivent justement à faire le vide complet. Et eux, à leur corps défendant, ils ont le vide tout le temps par cet état qu'ils ont malheureusement à leur corps défendant. L'autre scientifique, plus jeune et beaucoup plus provoquant, Mario Beauregard, est un scientifique canadien qui a fait un manifeste un manifeste pour la science post-matérialiste. Voilà les 2 livres, donc Laplane, qui sont sortis cette année. J'ai eu l'honneur de faire la préface des 2. Donc le Qu'est-ce que la conscience de Laplane, qui décrit, il vous montre aussi qu'il y a une pensée sans langage. J'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'est passionnant. Donc une pensée sans langage et une conscience sans contenu. Ce que Laplane dit dans sa vision à lui, c'est que la conscience, il y a de la conscience comme il y a de la matière, il y a de l'énergie. Mais regardez, là il y a un artisan qui, avec du fer, avec du métal, a fait une cruche. D'accord? Eh bien, pour Laplane, c'est un peu pareil. Nous avons des cerveaux qui captent la conscience, mais qui, avec le cerveau, avec cette conscience, font un objet unique. Par exemple, cette cruche, ou par exemple, moi ou vous. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la conscience universelle, mais il y a une spécificité, c'est l'union de cette conscience et d'un cerveau. C'est la vision de Laplane. Mais Mario Beauregard, qui a aussi la vision, effectivement, dans le saut quantique de la conscience, il prend toute une série d'expériences qui mettent en doute l'idée, et là, évidemment, c'est très, très provoquant et très minoritaire, je ne vous le cache pas, on va en y revenir, chez les scientifiques, que le cerveau est en fait un iPod. Pardon, non, le cerveau est une radio. Pour les scientifiques actuels, le cerveau est un iPod. Il contient la conscience, comme votre iPod ou votre téléphone portable maintenant contient votre musique, d'accord? Donc le cerveau contient la conscience, comme vous avez votre musique dans votre téléphone. Ou alors, il y a le modèle de la radio. Dans la radio, vous savez bien que la musique, elle vient d'ailleurs, mais elle est perçue grâce aux composants de la radio. Si vous bougez un composant de la radio, vous le cassez, il n'y a plus de musique.
Alors l'argument qui consiste à dire, si je casse un morceau de votre cerveau, par exemple le lobe frontal, vous êtes plus conscient, donc le cerveau crée la conscience. Ben non, chers amis, c'est pas logique. Ça, c'est parce que vous postulez le modèle du téléphone portable ou de l'iPod, la musique est dans le cerveau. Mais si vous prenez la radio et vous cassez un composant, vous n'aurez pas de musique non plus. Et ça ne prouve pas que la musique est dans la radio, bien évidemment. Alors, quelles sont les recherches qui vont dans ce domaine-là? Ben, vous avez ici Pim van Lommel, qui est un grand cardiologue hollandais, qui a publié une expérience sur ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Et dans ce travail sur les expériences de mort imminente, publié dans une revue scientifique de très haut niveau, de Lancet, il ose conclure dans un article scientifique en disant, vu le manque de preuves de toute autre théorie concernant les expériences d'approche imminente, NDE, la position largement adoptée mais jamais prouvée selon laquelle la conscience et les mémoires sont localisées dans le cerveau devrait être discutée. Comment serait-il possible qu'une conscience claire en dehors de son propre corps soit vécue lorsque le cerveau ne fonctionne plus durant une période de mort clinique avec des électroencéphalogrammes plats? Vous savez tous, et le fondateur de ça il y a 40 ans est le docteur Raymond Moody, que vous voyez ici, monsieur Chauve à l'image, vous savez tous donc qu'on a de plus en plus de témoignages de gens qui effectivement disent ben voilà, je me suis vu à l'extérieur de mon corps, je suis sorti de mon corps. Après on peut pas vérifier parce que j'ai vu une tunnel, une lumière, etc. Mais ils décrivent la même expérience. Alors il y a un certain nombre de gens qui disent ah ouais, mais c'est parce que c'est une drogue dans le cerveau qui est sécrétée au moment de la mort et donc ils ont l'impression de sortir de leur corps. Tout ça c'est juste une drogue, etc. Mais effectivement il y a d'autres personnes qui disent mais pas du tout parce que il y a des témoignages, c'est rare, mais il y a des témoignages vérifiables. Par exemple un gars qui était sur une table là d'opération, il a dit ah ben vous savez, moi j'ai vu, il y a marqué Manu France Saint-Étienne sous la table. Bon, et c'était vrai. Et il y a des témoignages encore plus spectaculaires de gens qui ont dit ce qui s'est passé dans une pièce d'à côté. Alors on peut toujours dire oui, ça n'a pas été fait de façon strictement scientifique, et c'est tout à fait vrai. C'est des domaines à explorer. Mais le cas intéressant est celui de l'homme jeune, là que vous voyez, Eben Alexander. Eben Alexander était professeur à Harvard Medical School, et c'est le premier neurologue sur Terre qui a vécu l'expérience de mort clinique. Et il n'y en a pas beaucoup, des gens qui ont eu l'expérience de mort clinique. Il y en a quand même des milliers, mais que ce soit un grand neurologue qui la vive, il n'y en avait jamais eu. Et il a vécu cette expérience et ça a tout changé pour lui. Alors son livre évidemment est très grand public, à la preuve du paradis, ça, c'est son éditeur qui a fait le titre, Voyage d'un neurochirurgien dans l'après-vie. Je vous conseille plutôt L'évidence de l'après-vie, où il débat avec Raymond Moody, c'est un livre plus scientifique. Et dans ce livre-là, vous pourrez aussi lire la postface que j'ai eu l'honneur de faire, mais dans ce livre-là, ce qu'il dit, ce qui est fascinant, c'est qu'il dit en gros, tout ce que j'ai appris dans mes études de neurologie sur la conscience est faux, tout simplement. La conscience, il dit, est beaucoup plus riche quand elle n'est pas dans le cerveau. En fait, il dit, voilà, dans notre vie, on vit à l'intérieur d'une feuille de papier. Imaginez que c'est juste une feuille, c'est un bouquin, mais bon. On vit en 2 dimensions, d'accord? Et il dit, moi, quand j'ai fait ma mort clinique, il a eu une méningite bactérienne très grave qui a attaqué son cerveau, on pensait qu'il était foutu. Il dit, ben, moi, quand j'ai vécu ça, j'ai vu qu'en fait, la conscience est beaucoup plus riche quand elle n'est pas dans le cerveau. Parce qu'on voit un monde en 3 dimensions, alors que nous sommes comme dans un monde en 2 dimensions. Et là, on voit tout ce qui est au-dessus et en dessous de la feuille de papier. Donc voilà, donc il dit en gros que son expérience lui a montré que la conscience est beaucoup plus riche quand on est... Oui, vous êtes complètement hors du temps, de multiples choses se produisent en même temps, vous voyez dans toutes les directions à la fois, vous voyez à travers tout, vous devenez la scène en l'observant. Vous devenez la scène en observant, et cela a remis en cause, voyez, tout ce que je savais sur le temps, l'espace, la masse et l'énergie. Ça vous montre très clairement que la conscience est bien plus riche à l'extérieur du cerveau, et c'est pas un hasard s'il fait un lien avec la physique quantique. Et il dit que la physique quantique apporte des pistes de réflexion passionnantes sur cet aspect et la façon dont notre réalité physique n'est pas ce qu'elle semble être et dépend finalement beaucoup de la conscience pour émerger. C'est tout à fait cohérent. Toute cette nouvelle vision du monde, elle est très très cohérente parce que dans tous les domaines, vous retrouvez un au-delà du temps, de l'espace, de la matière. Vous retrouvez le fait qu'on sort de « je suis ici » ou « je suis là ». Par exemple, je suis la scène en l'observant, je suis l'observateur, l'objet observé, et ainsi de suite. Bref, ça, ce sont des pistes à creuser pour le XXIe siècle. Mais le dernier point, et après on conclut, ça va être la question de l'évolution de la vie. Ça mériterait aussi une conférence entière. Mais la nouvelle vision de l'évolution que je veux vous présenter, pour aller simplement, peut se résumer avec une image. Regardez. Vous avez ici des billes que vous mettez sur une colline, et vous avez des billes qui, au hasard, vont prendre des chemins.
Par hasard, ce chemin-là n'est pas emprunté. Vous voyez que ce chemin-là est emprunté, ce chemin-là et ce chemin sont empruntés. Eh bien, c'est un peu ça la vision de l'évolution. Aucune bille ne peut aller là, aucune bille ne peut aller là parce que c'est physiquement impossible. Donc, à une évolution qui se déroulerait uniquement par hasard et sélection naturelle, eh bien, aujourd'hui, un certain nombre de scientifiques, comme le prix Nobel Christian de Duve, qui a écrit plusieurs ouvrages là-dessus, qui est un prix Nobel de médecine assez influent, qui vient de décéder, eh bien, Christian de Duve dit justement que loin de penser comme Monod que nous sommes seuls perdus dans l'immensité indifférente de l'univers, la vie est en quelque sorte une nécessité. Elle est inscrite dans les lois de la nature, dès qu'il y a les conditions pour la réaliser. Pas seulement la vie, mais même la conscience, d'après lui. Pourquoi? Parce que regardez, vous avez ici une pré-canalisation du système. Ça pourrait être un dinosaure bipède intelligent. Ben oui, regardez, il y a peut-être des dinosaures bipèdes intelligents qui existent potentiellement, mais pas sur notre planète. Sur notre planète, les dinosaures ont été éliminés il y a 60 millions d'années, mais peut-être sur une autre planète. Bref, c'est l'idée qu'il y a un espace des possibles, mais que cet espace des possibles est beaucoup plus restreint qu'on ne l'imagine, entre autres par les lois de la physique, et que donc, en fait, l'évolution est relativement prédictible et pas uniquement due au hasard. Et cette vision-là a été développée aussi par un très grand paléontologiste, qui est un professeur à l'université de Cambridge. Vous voyez, c'est pas des farfelus dont je vous parle créationnistes. Et il dit, pour les darwiniens classiques, il est très improbable que les occupants d'une planète puissent ressembler à ceux d'une autre planète. Hein, vous savez, c'était marrant quand il y avait Avatar, il y avait un article dans Le Monde qui disait Avatar, c'est pour se marrer, hein, c'est un crime contre le darwinisme et ça désinforme la jeunesse de notre beau pays dans le monde. Parce que sur la planète de Avatar, Pandora, ils sont peut-être bleus, ils ont peut-être une queue, mais en fait ils ont des bras, des jambes, des yeux, et puis il y a des animaux avec des jambes, et puis il y a des arbres avec des feuilles. Et ben c'est pas possible. L'évolution, elle est buissonnante, elle se reproduira jamais deux fois au même endroit. Donc l'évolution dans l'univers, elle doit donner des résultats différents dans des endroits différents. Eh bien, j'avais réussi à passer une réponse dans Le Monde, ça n'arrive pas tous les jours, en disant, mais pas du tout, c'est visionnaire, c'était aussi sur le ton de la plaisanterie. James Cameron, et justement, involontairement, illustre les idées les plus récentes sur la théorie de l'évolution, d'une évolution qui, en fait, est contrainte. Et voilà ce que dit, regardez, Conway Morris, il dit, effectivement, les occupants d'une planète puissent ressembler à une autre planète, c'est improbable. Le phénomène de la convergence évolutionniste. Alors, c'est quoi la convergence évolutionniste? Eh bien, c'est cette idée que vous avez, regardez les yeux, vous avez vu vos yeux en cristallin rétine, là, vous avez? Eh bien, il y a les mêmes yeux chez tous les vertébrés terrestres, normal, on vient d'un ancêtre commun, donc on a tous hérité les mêmes yeux. Oui. Mais il y a une méduse qui a les mêmes yeux à cristallin rétine aussi perfectionnés que nous. Elle n'a même pas de cerveau. À quoi ça sert d'avoir des yeux aussi perfectionnés quand vous n'avez même pas de cerveau? C'est la méduse cubocéane. Vous avez un escargot des mers qui fait du 3 mètres à l'heure au fond de l'océan. Il a les mêmes yeux que nous. Tous les autres escargots des mers ont des yeux vachement plus simples, comme des yeux de mouche, voyez-vous. Et à quoi ça lui sert? Vous avez des araignées qui ont des yeux comme les yeux de mouche, et puis une araignée qui a des yeux comme nous. Donc l'œil à cristallin rétine se retrouve chez le calamar, chez une espèce d'araignée, chez une espèce d'escargot, chez une espèce de méduse, et chez tous les vertébrés terrestres qui, là c'est logique, descendent d'un même ancêtre commun. Donc un même truc aussi complexe que l'œil à cristallin rétine, hein, si c'est des yeux de mouche sont complètement différents, mon argument tombe à l'eau. Je parle de la même structure qui se retrouve là, dans l'évolution, alors que l'ancêtre commun, c'est une bactérie qui n'a pas de yeux du tout. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui pousse, qui canalise pour que des structures complexes identiques arrivent là, alors que l'ancêtre commun n'a pas du tout la structure. C'est ça qu'on appelle la convergence évolutionniste. Et dans son livre La solution de la vie, malheureusement non traduit en français, Life Solution, Simon Conway Morris donne 70 exemples de convergence évolutionniste. Il les a listés dans la nature, il inserte pas encore. Et il vous dit, ce phénomène indique que le nombre des alternatives est strictement limité. Un tel programme de recherche pourrait révéler un niveau plus profond de la biologie, dans lequel l'évolution darwinienne resterait un concept central, bien sûr. Le darwinisme explique beaucoup de choses, mais où les formes fonctionnelles possibles sont prédéterminées depuis le Big Bang. Je vous demande de bien retenir cette phrase, ce sera ma dernière sur la question d'évolution. Un grand scientifique actuel ose dire que les formes fonctionnelles possibles, c'est-à-dire la forme canidée pour tous les chiens, les renards, les loups, etc., la forme félin pour tous les chats, les panthères, les lions, les tigres, etc., la forme hominidée pour nous, est prédéterminé depuis le Big Bang. C'est une vision totalement différente de l'évolution que nous avons, qui est évidemment plus compatible avec l'idée que tout ça n'est pas totalement au hasard, même si ça ne prouve rien encore une fois. Pour conclure sur l'évolution, regardez bien cette image. Vous voyez bien que tous ces cristaux ont un point commun évident.
Ils ont une structure en 6, ça ne vous aura pas échappé à des scientifiques éminents comme vous. Cette structure en 6 est basée sur des... ils sont tous basés sur une structure en 6, mais avec des formes très différentes. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil pour les êtres vivants. Vous avez des formes très différentes, mais vous avez des structures sous-jacentes qui, elles, sont uniques et sont inscrites dans les lois de la nature. C'est ça la nouvelle vision de l'évolution. Alors, avant de conclure, dernier point, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas, tout ce que je vous ai dit là en physique, en mathématiques, en astrophysique, est partagé par des centaines de scientifiques. Je peux faire un colloque, je peux faire une colloque d'une semaine entière avec des gens qui vont soutenir tous les points de vue que j'ai développés. D'accord ? Ce que je vous ai dit en biologie et en neurologie est soutenu par une infime minorité de scientifiques. Je peux compter sur les doigts de la main des scientifiques qui partagent ces opinions. Alors vous dites, pourquoi vous avez fait ça? Vous avez pris d'un côté les scientifiques qui vous arrangent et puis de l'autre les scientifiques qui vous arrangent, bien qu'ils soient minoritaires. Non, j'ai une théorie là-dessus. Ça c'est breveté Jean Stone, chers amis. C'est la théorie du décalage. Regardez. Isaac Newton a vécu à peu près à la même époque que Louis XIV. Louis XIV, ses médecins n'avaient aucune idée de comment fonctionnait un corps humain. La femme de Louis XIV, l'homme le plus puissant du monde, est morte parce qu'elle avait un abcès de pus sous l'épaule. Là, il suffit d'inciser cet abcès de pus et elle aurait été sauvée. Au lieu de ça, les médecins l'ont saigné à mort en lui faisant des saignées parce que c'était la façon de guérir les gens. On faisait saigner les gens à l'époque pour les guérir. Ils ne comprenaient même pas comment ça fonctionnait. Au même moment, Newton était capable de vous décrire quand allait revenir une planète, vous comprenez ? Donc Newton avait un siècle d'avance au moins sur les sciences du vivant. Et c'est normal, parce que pour analyser le vivant, il faut des outils et des concepts beaucoup plus évolués que pour analyser la matière et l'univers. Eh bien, chers amis, ce décalage s'est perpétué depuis 5 siècles. On a un siècle de retard depuis 5 siècles. Depuis 5 siècles, on a un siècle de retard dans les sciences du vivant. Et on ne vous le dira pas. On ne vous le dira pas parce qu'on ne va pas vous décourager, et il faut donner pour le Téléthon, etc. Mais non, on a un siècle de retard dans les sciences de la conscience et dans les sciences du vivant, et je vais vous le démontrer. Regardez, Laurent Alexandre et les autres vous racontent que l'homme qui va vivre 1000 ans était déjà né, ça c'était il y a 10 ans. Laurent Alexandre a dit maintenant l'homme qui va vivre 500 ans est déjà né, il y a 5 ans, et maintenant il dit que c'est l'homme qui va vivre 200 ans est déjà né. Donc il a perdu 800 années d'espérance de vie en 10 ans. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un phénomène que j'étais un des seuls à avoir prédit se produit, il y a une baisse de l'espérance de vie dans tous les grands pays industrialisés depuis 1 an ou 2. On a eu 2 ans de baisse d'affilée en France et maintenant on a 3 ans de baisse aux États-Unis. Là c'était la seconde année, maintenant c'est la 3e année. On vous dit que c'est à cause des drogues et des médicaments. Non, c'est une blague. Bien sûr que ça peut jouer, mais c'est pas ça. La vraie raison, c'est parce qu'on ne comprend pas ce que c'est que le vivant. On est arrivé à une limite très très importante de notre compréhension du vivant. Pourquoi ? Aujourd'hui, la compréhension du vivant, malgré tous les gènes CRISPR-9, etc. qu'on a, ça consiste à faire exactement comme ça. Regardez. Ça, c'est un avion, le Caproni CA-60, en 1920, qui était prévu pour tenter de traverser l'Atlantique. C'est pas photoshopé, hein. C'est vraiment l'avion tel qu'il a existé, avec 9 paires d'ailes. Et l'avion s'est écrasé dès son premier vol, je vous signale. Il était prévu pour traverser l'Atlantique. Ben, c'était l'aviation de l'époque. Vous mettez une aile, allez non on en met 2, allez non on en met 3, allez non on en met 4, allez on regarde ce que ça fait. On met le moteur à l'avant, non, on met une hélice contrarotative à l'arrière. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui dans le vivant. On balance des gènes de carottes dans un concombre, on regarde si le concombre devient couleur orange. Vous voyez, bon, on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Si on savait ce qu'on fait, on le saura un jour. Ça va venir, mais pas avec la biologie actuelle. On pourrait tuer chaque cellule cancéreuse, pim, 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 et le cancer sera une maladie totalement bénigne. Un jour, on se moquera de nous. On dira les gens de 2018, mais c'était vraiment des nuls. Vous vous rendez compte, ils mouraient du cancer. Mais ils mouraient comme des mouches en plus, parce qu'à cause des perturbateurs endocriniens. Pourquoi il y a une baisse d'espérance de vie et pourquoi je l'avais prévu? Parce qu'il y a une explosion des cancers. Regardez autour de vous. Il n'y a pas une famille qui n'a pas quelqu'un qui a le cancer. Pourquoi? À cause des polluants dans la nature. On ne vous dit pas ça pour ne pas vous faire peur, mais c'est évident. Moi, j'ai des amis scientifiques qui traitent la leucémie à Paris, à l'hôpital Necker. Ils m'ont dit c'est affolant. Vous voyez, en Ile-de-France, vous voyez les zones où il y a une culture agricole, les zones où il n'y a pas de culture agricole. Il y a une différence de 1 à 10 dans le taux de leucémie. Personne ne le dit, parce qu'on ne veut pas affoler les populations. Mais c'est le futur grand scandale, évidemment, avec les problèmes des pesticides et des polluants. Donc, effectivement, la biologie aujourd'hui est dans le même état que l'aviation en 1920. On ne sait pas. Ou quand on fait la Deuxième Guerre mondiale, on tue 200 000 personnes pour détruire une usine d'armement ou un pont.
Et ben là, on tue 200 000 cellules saines pour tuer une cellule cancéreuse, et la plupart des gens meurent évidemment du traitement. Bon, mais il faut bien essayer quand même. Donc un jour, on saura guérir le cancer, et là, l'espérance de vie va repartir comme ça. Mais pour l'instant, elle est en baisse, parce qu'on n'a pas une bonne vision de ce que c'est le vivant. Et regardez également ce professeur Antoine Andremont, que là aussi, il y a 20 ans, il est venu faire une conférence à l'Université interdisciplinaire de Paris, qui venait de créer. Il avait expliqué que au cours du 21e siècle, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas exactement, on n'aura plus de moyens de se guérir des maladies infectieuses qu'aujourd'hui on soigne très facilement. C'est aussi les maladies nosocomiales, on parle des bactéries hyper résistantes, on a de plus en plus. C'est maintenant que ça arrive. On a des bactéries tueuses qui résistent à tout. Une bactérie, c'est comme une maison avec 100 portes et fenêtres. Si vous fermez une fenêtre, il faut passer pour la tuer par l'autre fenêtre. Mais si toutes les fenêtres sont fermées, c'est foutu. Vous n'avez plus moyen de tuer le truc. Et donc le truc devient, on va se retrouver dans quelques années, je ne sais pas quand encore une fois, mais on va se retrouver comme il y a un siècle. On va mourir comme des mouches de maladies qui étaient soignées depuis un siècle. Pourquoi? Parce qu'on a touché une limite dans notre compréhension du vivant et de la médecine. Il faudra peut-être une toute autre technologie pour tuer demain les bactéries, par exemple l'électromagnétisme, je ne sais pas, vous êtes une idée. Bref, ce n'est pas très réjouissant, mais heureusement l'humanité progresse et on aura des progrès, mais notez bien la théorie du décalage. C'est ça qui explique que les grandes découvertes à faire au XXIe siècle seront dans le vivant et dans les théories de la conscience. Un dernier truc et on conclut, c'est le prix Nobel Elia Prigogine qui, en théorie du chaos, nous dit des choses très importantes aussi et je veux que vous l'entendiez. La première chose que nous devons comprendre, c'est la dynamique de ces phénomènes. Et la dynamique de ces phénomènes est liée justement aux propriétés de non-équilibre, aux instabilités, aux bifurcations, et au chaos. C'est le fameux effet papillon, par exemple. Une fois que des tout petits effets peuvent être amplifiés, c'est donc un tout autre univers que nous voyons, un univers qui devient aussi dès lors accessible à notre action. Au fond, la vision classique était une vision qui semblait être extrêmement ambitieuse, mais qui n'était que, je dirais d'une certaine manière, qu'une chimère intellectuelle. C'était l'idée de la certitude et de la toute puissance de l'homme. C'est pour ça que l'idée de la certitude était tellement populaire, parce que d'un côté, comme Leibniz l'avait écrit et répété, elle nous rendait semblables à un Dieu, parce que pour Dieu aussi, il n'y a pas d'incertitude, tout est certain, et de l'autre côté, elle ouvrait l'idée au mythe de la toute-puissance de l'homme, d'un univers asservi, d'un univers esclave, dont nous pourrions faire ce que nous voulons. Nous voyons que ce n'est pas comme ça. L'univers est bien plus complexe, l'univers s'auto-organise, l'univers a différentes possibilités d'évolution, et nous devons mieux comprendre et déchiffrer ce message pour pouvoir aussi, dans la mesure du possible, rendre les conditions de vie plus satisfaisantes pour l'humanité nombreuse de demain. Ah, qu'est-ce qu'il vous a dit? Une chose très simple. Voilà, il y avait une vision classique. Elle était prométhéenne. L'homme voulait se mettre à la place de Dieu. L'homme voulait tout comprendre. C'est logique. Quand vous sortez du Moyen-Âge, vous ne pouvez rien comprendre. C'est un luxe de pouvoir maîtriser son environnement et comprendre ce qui se passe. Mais il a dit un mot très fort pour un prix Nobel, en plus agnostique. C'est une chimère. C'est une chimère, pourquoi? À cause, il a cité l'effet papillon et l'auto-organisation, toutes les bifurcations, toute une série d'une nouvelle vision du monde, qui sont les théories du chaos et de la complexité, dont il était un des fondateurs, et qui là aussi remettent en cause le déterminisme, remettent en cause tout un pan du monde classique. Rappelez-vous quand Laplace disait à Napoléon, Sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse, quand Napoléon lui demandait où était Dieu dans son système du monde, parce que Laplace disait, si je connais en théorie la position de toutes les particules et les lois qui les font interagir, eh ben, je pourrais déduire tout le futur de l'univers, plus rien ne sera incertain. La physique quantique comme la théorie du chaos démolissent tout ceci. Bref, j'ai tenu mon pari en 1h37 exactement, on a fait tout l'univers, enfin tous les grands domaines scientifiques. Il est donc temps de conclure pour se rappeler qu'est-ce qu'on a vu en 1h37. Donc je vais reprendre chaque domaine très rapidement en un slide. Le monde physique où nous vivons ne s'explique pas par lui-même. Il y a un au-delà du temps et de l'espace, nous dit l'astrophysique, à cause de la théorie du Big Bang. Et la question du créateur, pas la réponse, j'ai bien insisté, il faut être rigoureux. La question du créateur est redevenue une question strictement scientifique, même si la réponse semble devoir rester d'ordre personnel. C'est l'histoire de Trinh-Xuan-Tuan, vous savez, la flèche qui touche une cible de 1 cm² située à l'autre bout de l'univers, ou le peloton d'exécution dont tout le monde rate la cible dans mon exemple à moi. Donc ça, c'est les deux choses à retenir de l'astrophysique. Ensuite,
La physique quantique, il faut retenir qu'il y a une limite absolue à la connaissance que nous pouvons avoir du monde qui nous entoure à cause du principe d'incertitude de Heisenberg. C'est une nouvelle épistémologie. Retenez ça. Je sais pourquoi je ne saurai jamais. Je sais pourquoi je ne saurai jamais certaines choses. C'est la science elle-même qui le démontre. C'est une révolution philosophique et conceptuelle dont très peu de gens, très peu de scientifiques et très peu de philosophes aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de philosophes des sciences aujourd'hui, ont pris conscience. Ensuite, les fondements des objets ne sont pas des objets. Le monde qui est réel, dont nous sommes nous la projection, est un monde très 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 bizarre, qui pour nous est paradoxal, mais en fait c'est notre monde qui est le paradoxe, bon sang de bonsoir, notre monde qui n'est pas normal du tout, voyez ? L'existence de la non-séparabilité montre que des phénomènes échappent au temps et à l'espace, comme je vous l'ai dit. On retrouve, mais cette fois-ci dans l'infiniment petit, une idée qu'on avait en astrophysique. Voilà, 3 choses à retenir de la physique quantique. Maintenant, les mathématiques, aucun système logique n'est à la fois complet et cohérent. C'est le théorème de Gödel, bien sûr, et le développement du théorème de Gödel. Il y a des vérités que nous pouvons percevoir alors qu'elles ne sont pas démontrables dans un système donné. Nous les percevons comment ? Eh bien, avec un contact avec le monde des vérités mathématiques, cette possibilité donc de l'existence d'un monde des concepts mathématiques avec lequel l'homme est en contact est développé par, pas tous, mais par de très grands mathématiciens, qui sont, c'est intéressant, tous agnostiques, donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'ils sont chrétiens qu'ils ont développé cette idée-là ou croyants, d'accord ? Donc ça c'est pour les mathématiques, hein, le système logique, hein, aucun système logique n'est complet et cohérent, la vérité est plus vaste que la démonstrabilité en mathématiques et l'existence d'un monde des concepts mathématiques avec lequel notre esprit est en contact. Pensez à Ramanujan et à sa formule de pi, c'est quand même incroyable. Ensuite, application philosophique de la neurologie. Il n'y a pas d'identité absolue entre l'expérience mentale du sujet et son état neuronal. Ça, c'est l'expérience des moines tibétains que je vous ai montré, faite par Jean-François Lambert. La conscience existe à l'état pur et la pensée précède le langage. Ça, c'est des travaux de Dominique Laplane. Je ne vous ai pas expliqué comment on peut avoir de la pensée sans langage. Mais c'est des gens qui sont aphasiques. Ils ont plus de langage et pourtant ils ont une pensée. Et certains d'entre eux récupèrent la possibilité de parler. Donc ils décrivent, par exemple, qu'ils ont accès à des concepts extrêmement élaborés, comme les 10 commandements, sans avoir aucun mot pour le dire. Donc il y a quelque chose au-delà des mots, comme il y a de la conscience au-delà du contenu. Ça, c'est le travail de Dominique Laplane dans l'ouvrage « Qu'est-ce que la conscience ?» que je vous ai montré. Les expériences de type NDE, ça c'est l'ouvrage « L'évidence de l'après-vie » de Moody et Alexander, ou le travail de Mario Beauregard sur le saut quantique de la conscience, hein, que je vous ai montré. Vous aurez, les slides seront dans la conférence, donc vous aurez l'occasion de revoir les livres, sinon je peux vous envoyer une bibliographie. Et les expériences de type NDE, donc une crédibilité à l'idée que la conscience n'est pas uniquement localisée dans le cerveau. C'est ce qu'il faut retenir de la neurologie. La biologie de l'évolution vous montre qu'il est possible que l'évolution soit en partie canalisée et donc reproductible. Prix Nobel Christian de Duve, le paléontologiste Simon Conway Morris développe cela, mais bien d'autres aussi, je vous ai donné, mais c'est minoritaire, je vous l'ai dit, mais il y en a quand même beaucoup. Cette conception est également soutenue par l'existence des fameuses convergences, comme mon histoire de l'œil à cristallin rétine, qui se retrouve partout dans la nature, alors que l'ancêtre commun de tous ces animaux n'a pas du tout Dieu, et encore moins Dieu à cristallin rétine. D'accord ? On dit tous les chemins mènent à Rome, parfois ben là tous les chemins mènent à l'œil. C'est ça qui est intéressant. Je fais un parallèle. Pourquoi ? Parce qu'un argument anti-darwinien, mais complètement faux, qu'on entend parfois, c'est l'œil. Darwin disait l'œil m'empêche de dormir parce que je ne comprends pas comment ça s'est fait. Mais en fait non. On peut parfaitement faire un œil de façon darwinienne, en 1843 étapes, en changeant à chaque fois 1% seulement de l'œil, ça a été démontré par un scientifique danois. Vous partez de pas d'œil du tout, vous faites un truc qui attire un tout petit peu la lumière, après ça se curve, et après c'est encore un peu mieux, et vous arrivez à l'œil à cristallin rétine. D'accord ? Mais 1843 étapes et sélection naturelle. D'accord ? Donc, mais les autres yeux sont complètement différents. L'œil de mouche est un œil à facettes, l'œil des langoustes, des crevettes, donc vous avez plein d'yeux différents, et tous ces yeux, vous dites, chacun a pu arriver par un processus de hasard et sélection, hasard et sélection, hasard et sélection 1843 fois. Mais à chaque fois, on a des yeux différents. Ce que le darwinisme n'explique pas, c'est pourquoi il y a des yeux identiques à plein d'endroits. Vous comprenez ? L'argument est complètement retourné. Les anti-darwiniens disent, l'existence d'un œil aussi perfectionné à cristallin rétine réfute le darwinisme. Complètement faux. C'est les gens qui ne connaissent pas le sujet. Mais par contre, ce qui réfute le darwinisme, c'est qu'il y a trop de fois l'œil à cristallin rétine qui apparaît. S'il était apparu une seule fois, il n'y aurait rien à dire. Bref,
cette idée donc des formes, des structures complexes qui seraient produites par les lois de la nature et non pas par l'évolution comme les cristaux de neige. Voilà le transparent qui résume tout ce que je vous ai dit dans 6 grands domaines scientifiques. Regardez, on est passé du temps et l'espace absolu de Newton à la relativité de l'espace-temps d'Einstein qui génère le Big Bang, le principe anthropique, du déterminisme de Laplace en physique à la physique quantique de Bohr et Heisenberg, principe d'incertitude et la non-localité quantique. On est passé de l'idée de la complétude de la logique développée en 1900 par David Hilbert, idée qui a été atomisée par le théorème d'incomplétude de la logique de Kurt Gödel en 1931. Hilbert appelait son projet de recherche la solution finale. Bon, c'était en 1900, donc il avait une excuse, mais vous comprenez l'idée. La solution finale, c'est la même idéologie. Circuler, il n'y a rien à voir, on a tout compris, on a tout mis dans une boîte et c'est fini, on a tout compris. Voyez ? Vous savez qu'en 1900, au même moment où Hilbert proposait la solution finale de la logique, Lord Thomson-Kelvin, l'un des plus grands physiciens de l'époque, disait « on a tout compris ». En physique, il n'y a plus de boulot pour les physiciens. Changez de métier. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a que 2 choses qu'on ne comprend pas. Le rayonnement d'un corps noir et l'expérience de Michelson et Morley. Et c'est les 2 trucs qui vont amener, comme vous le savez, la physique quantique et la relativité générale, qui vont totalement dévaster la physique classique. Intéressant. Vous avez la sélection naturelle de Darwin, vous avez l'idée d'une évolution vers plus de conscience, avec des gens comme Teilhard de Chardin ou Deduve et Conway-Morris, l'analyse de l'équilibre en chimie, Prigogine, l'analyse des équilibres, changer l'homme neuronal ou l'existence de la conscience à état pur. Bref, tout ce que je vous ai dit là et sur ce transparent-là, résumé, on est passé d'une vision du monde à une autre au cours du XXe siècle, et j'aurais pu vous mettre la vision d'avant Newton, d'avant Laplace, d'avant Hilbert, d'avant Darwin. C'était la vision d'avant la modernité, la vision du Moyen-Âge. On est passé de cette vision à la vision moderne. Aujourd'hui, la vision moderne a une vision postmoderne. Et c'est quelque chose d'énorme au plan philosophique. Et il est donc temps maintenant de conclure en disant que toutes les religions disent depuis des siècles qu'il y a un autre niveau de réalité, au-delà de l'espace et du temps, de la matière, et que l'esprit de l'homme est relié à cet autre niveau. La modernité a rendu absurde une telle conception. Tout ce qui existe, c'est ce qui est matériel et c'est tout. Eh bien, tout ce que je vous ai dit là, tout ce nouveau paradigme scientifique que vous voyez là, ne prouve pas, mais redonne de façon inattendue une crédibilité à cette conception qui est la base de toutes les religions. Cherchez pas, il n'y a aucune religion, je ne parle pas uniquement du monothéisme, je ne parle pas de Dieu. Je dis toutes les religions, le bouddhisme, le taoïsme, n'importe quoi, il y a 2 points communs. Il y a un au-delà du monde, au-delà du temps, de l'espace, de la nature, etc. Et il y a une connexion entre l'esprit humain et cet au-delà. Et bien, ces idées-là, ça devient beaucoup plus crédible aujourd'hui. Regardez ce qu'on a vu là en 1h37. Nous avons vu que cette évolution des sciences répond positivement aux questions suivantes. Y a-t-il un autre niveau de réalité au-delà de l'espace et du temps? Oui, vous dit la physique quantique, l'astrophysique. Un principe créateur est-il crédible au plan rationnel? Oui, vous dit le principe anthropique. L'esprit de l'homme peut-il être en contact avec un autre niveau de réalité? Oui, vous disent les mathématiciens. Peut-on penser que la conscience existe hors du cerveau? Oui, vous disent l'expérience, l'approche de la mort. Bref, une nouvelle synthèse entre science et religion est possible. Elle conduit à un réenchantement du monde et elle donne un espoir pour le XXIe siècle. Combler ce fameux fossé dont j'ai parlé au début entre les 2 cultures, faire de nous des gens qui ne sont plus des schizophrènes, rebâtir une vision du monde qui donne le souffle que donne la transcendance. Sans transcendance, il n'y a pas de souffle. Mais attention, il faut la raison. Sans la transcendance, sans la raison, ça engendre des monstres. Et la raison sans la transcendance, c'est le désenchantement. Donc voilà comment on peut baser sur être sur ces 2 pieds, ces 2 jambes, marcher sur ces 2 jambes, avoir à la fois la raison et la transcendance. Et je termine vraiment avec cette image, regardez bien. Elle est d'un peintre qui s'appelle Escher. Regardez cet homme. Vous voyez cet homme-là? Je termine promis, c'est la dernière. Regardez, là, vous avez ici un tableau dans lequel il regarde le tableau dans lequel il est lui-même. Vous me suivez? C'est pas possible, ça. Regardez, oui, et ce tableau est localement cohérent. À côté d'une maison, il y a une maison. À côté d'un tableau, il y a un tableau. À côté d'un pilier, il y a un pilier. Il est localement cohérent, mais il est tordu. Si on analyse la grille sous-jacente au tableau, regardez cette grille-là, ici. Eh bien, cette grille sous-jacente, chaque carré devrait avoir une taille différente, en fait, la même taille dans un tableau normal. Ils ont tous des tailles différentes. Vous voyez, la torsion du tableau, on la voit dans la grille. Mais surtout, il y a ça. Vous voyez le trou, là? C'est une structure fractale, enfin c'est un truc genre, vous savez, une suite, un demi plus un quart plus un huitième, aussi petit que vous voulez,
vous n'arriverez jamais à 1, sauf à l'infini. Donc il y a toujours un trou au centre. Et regardez, s'il n'y avait pas ce trou, là, vous voyez l'eau du port, il y a un navire, il y a de l'eau. L'eau du port arriverait sur le sommet de la galerie de tableaux. Et ce tableau serait incohérent. Mais ce tableau est incomplet. Sa structure même le rend incomplète. Ça vous rappelle quelque chose ? Le théorème de Gödel. Escher peignait que des choses mathématiques. Il a peint le Big Bang, il a peint la relativité d'Einstein, il a peint le théorème de Gödel, regardez là. Et il a signé dans le trou, vous voyez ? MC Escher, il a signé au cœur du trou pour dire, voyez, l'essentiel, c'est l'incomplétude de mon tableau. Mon tableau reste cohérent parce qu'il est incomplet. S'il était complet, il serait incohérent. Théorème de Gödel. Et bien pour moi, ce tableau n'est pas seulement le théorème de Gödel, ça résume tout ce que je vous ai dit ce soir, tout ce qui est au-delà de la matière et qu'on ne voit pas, tout ce qui est au-delà du cerveau et qu'on ne voit pas, tout ce qui est au-delà de l'univers et qu'on ne voit pas. C'est pourquoi j'aime finir avec ce tableau et que je mets en parallèle d'une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit que l'essentiel est invisible pour les yeux parce qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean Stone, merci beaucoup, c'était passionnant. Par contre, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps pour les questions. Donc ce qu'on propose, c'est de se retrouver autour d'un... Alors par contre, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve... Non. Je pense qu'on peut sortir pour le pot et là on pourra échanger avec des questions. Je pense que ça sera plus libre comme ça pour ceux qui veulent poser des questions. Bon, ça vous va ? Voilà. Merci encore, merci encore. Pour ceux qui voudront prendre des livres, acheter des livres, on va les mettre au pot, voilà, et vous pourrez les faire dédicacer par Jean Stone. Merci beaucoup.